Salut tout le monde, ici Stu Pitt et bienvenue à cette émission spéciale Pitt Pereira Cossette ou Pitt Cossette Pereira. Je ne sais plus dans quel ordre le mettre, mais alors c'est pas grave. Je suis avec mes invités de marque Ken Pereira et Alexis Cossette-Trudel. Bienvenue messieurs. Salut André. Alors ça fait quelques semaines qu'on prépare cette émission-là, c'est-à-dire de parler de la swamp. Donc de mettre en vedette des vedettes de la swamp. Donc, du marais. Quand Donald Trump parle de « drain the swamp », donc vider le marais, on parle de certains individus. Et aujourd'hui, Ken Pereira va nous parler de Robert Mueller, qui a été directeur du FBI. Et c'est Alexis qui a l'honneur de parler de George Soros. George Soros, oui, la composante internationale du marais. Hein? Exactement, l'espèce de batracien. C'est une des créatures principales, en fait, du marais international. Oui. Exact. Il n'y aurait pas de marais s'il n'y avait pas de George Soros. Avant de commencer... The creature from the Black Lagoon. Exactement. J'aimerais remercier tous mes patrons. J'ai eu des nouveaux patrons cette semaine. Je vais fouiller pendant que mes invités parlent là, pour nommer le nom de ceux qui sont devenus patrons dans la dernière semaine et ceux qui ont fait des dons. Donc, si vous voulez faire des dons pendant l'émission ou après, vous pouvez le faire à paypal.me/stupid. L'adresse est au bas de votre écran. Ou vous pouvez devenir un patron à www.patreon.com/stupid. Alors, merci à tout le monde qui rendait ces émissions possibles. Alors, je vais commencer avec Alexis Cossette-Trudel qui nous parle de George Soros. Je ne sais pas si tu pourrais nous dresser un portrait de ce personnage. Oui, bon, mais George Soros, il est peut-être pas aussi connu qu'il le devrait dans le monde francophone. Hein, il y a eu plusieurs topos qui ont été faits dans le monde anglophone sur George Soros et c'est une personnalité très, très importante pour comprendre qu'est-ce qui se passe là, dans la mondialisation, le mondialisme et la marche forcée des États vers leur propre dissolution et vers quelque chose comme un nouvel ordre mondial, comme a dit George Bush. Alors, voilà, George Soros, c'est une figure emblématique de la politique subversive au début du 21e siècle. C'est quelqu'un qui est derrière des politiciens, par exemple, comme Trudeau, Merkel en Allemagne, Hillary Clinton aux États-Unis. Alors, on voit un peu quel genre de politique il défend. Hein? Il a une fondation. Ce qui est central avec George Soros, c'est que on le présente comme un philanthrope. Hein, comme quelqu'un qui donne à des charités. Il a un organisme de charité qui s'appelle la Open Society Foundation. Mais ça, c'est comme, on pourrait dire, l'organisme central. À travers la Open Society Foundation, George Soros finance quelque chose comme une centaine d'autres petits organismes, plus petits organismes en Europe et en Amérique. OK. Et ce serait quoi, mettons, la ligne directrice de ces organismes-là? C'est Open Society, c'est-à-dire on ouvre les frontières, on dissout tout ce qui est identité surtout, hein, identité homme-femme, frontières, intérieur, extérieur, citoyen, pas citoyen. Donc c'est de créer, comme je l'ai dit dans une autre des vidéos, c'est-à-dire un individu déraciné sans identité forte. Donc on prend la planète Terre, on la met dans le blender? C'est exactement ça. Okay. C'est une image d'ailleurs que j'ai déjà utilisée. Le blender. Alors, quand on regarde les politiques de Trudeau, de Merkel, Hillary, on n'a pas vu ses politiques, mais on sait un peu à quoi, je veux dire, elle s'identifie. Mais Trudeau-Merkel, là, ça vous donne une bonne idée de c'est quoi l'ADN du plan Soros, hein, de ses objectifs, de ce qu'il défend. Alors, voilà, donc, à travers la Open Society Foundation, notamment, il finance des organismes comme Black Lives Matter, hein, aux États-Unis, qui ont été à plusieurs reprises dans les rues là, chanter mort aux policiers. Hein, et, il y a d'ailleurs eu, je pense, des sympathisants de Black Lives Matter qui ont effectivement tué des policiers aux États-Unis. Oui, c'est arrivé. Il y a eu des embuscades à quelques reprises. C'est ça. Ici, à Toronto, je pense que la dame qui était à la tête de Black Lives Matter Toronto, elle a crashé la parade gay en disant que ça... Je sais pas, moi, y a pas, les Noirs sont pas représentés dans cette parade-là. Et elle a dit dans un tweet qu'elle demandait à Allah de lui donner la force de pas tuer des hommes blancs aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. George Soros finance des organismes radicaux partout dans la sphère occidentale et il est reçu par des chefs d'État comme une personne respectable, comme quelqu'un comme un roi, là, par Justin Trudeau, par d'autres chefs d'État. Donc, Black Lives Matter, il finance aussi Antifa. Hein? Donc, c'est ça qu'on voit les Mais ça, on est sûr de ça? Il y en a des preuves de ça? Ben Comme Antifa, moi, j'ai plus l'impression que
c'est une gang spontanée qui s'est créée à travers les universités. Si tu regardes comment le financement coule, là, tu vas arriver à du financement de groupes qui vont aider Antifa à faire leurs manifestations. Comme exemple, Cooper, est-ce que Cooper, qui serait le quartier général des Antifa à Montréal, est-ce qu'on a... Ça, je pourrais le chercher, on reviendra là-dessus. Okay. Là. Mais c'est ça, Black Lives Matter, Antifa. On parle aussi de révolution colorée. Tu sais, la vague de révolution colorée en Europe, par exemple en Serbie, en Ukraine, je veux dire, il y en a eu en Russie, il y en a eu plusieurs là autour, il y a eu en Géorgie. Tu sais, des tentatives de déstabilisation d'États dans la couronne autour de l'Union soviétique. Ça a tout été piloté, ça, par la Open Society Foundation. Ils arrivent sur place, hein, ils ouvrent une OSBL pro-démocratie, hein, et la Open Society fait un prêt à cette OSBL-là, puis là, elle finance la dissidence, hein, puis on renverse des gouvernements. Alors, il y a des gens qui ont dit que autrefois, ils utilisaient la CIA pour renverser des gouvernements, et maintenant, ils font ça de façon démocratique avec des OSBL. Okay. Alors, George Soros est associé à ça. C'est ce qu'on pourrait rentrer ça comme, par exemple, dans un type des guerres de type de 4e génération. J'ai entendu dire que George Soros avait transféré une grosse portion de ses avoirs dans des OSBL, justement. Oui, récemment, hein, en 2017, hein, il y a eu quelque chose comme un mois avant que Trump sorte son ordre exécutif. Hein, il a sorti un ordre exécutif qui permettait de saisir les biens et les fonds de personnes impliquées dans des violations des droits humains. Un mois avant ça, George Soros a dompé 18 milliards de dollars dans ses OSBL. Est-ce qu'il y a quelque chose à se reprocher? Est-ce qu'il voulait mettre son argent en sécurité? On ne sait pas. Encore une fois, c'est une coïncidence. Voilà. Donc, les révolutions colorées, il est connu, hein, c'est comme ça qu'il a fait sa fortune pour ses déstabilisations économiques, notamment on va en parler tout à l'heure, le livre anglaise, les pays aussi émergents en Asie. Il a appuyé des groupes salafistes lors des révolutions de Jasmin, là, le printemps arabe, donc associé à ça aussi. Et finalement, il a donné 33 millions de dollars pour les révoltes aux États-Unis. En 2014, en 2015, il y a eu les révoltes dans les villes de Ferguson, de Charlotte, de Baltimore. Il y a des quartiers entiers de la ville qui avaient été vandalisés, mis à sac, les voitures avaient brûlé, les commerces, etc. Bien, lui a, mis de l'huile sur le feu en finançant ces groupes-là, en facilitant les émeutes. Hein, il a donné 33 millions de dollars et ça, c'est assez bien documenté. Mais George Soros, la manière que tu me parles, c'est quelqu'un justement de très à gauche, etc. Mais son passé, c'est un peu contradictoire versus les organismes qui financent aujourd'hui. Bien, on va voir que son passé est pas aussi contradictoire que tu le dis. En fait, on va comprendre pourquoi il finance son radicalisme d'aujourd'hui avec son passé. Mm-hmm. Hein? Alors, parce que, je veux dire, les Open Society, ils n'aiment pas les nazis. Et moi, j'ai entendu dire que George Soros avait déjà... collaboré, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Il est né le 12 août 1930 en Hongrie. Hein. Son nom de naissance, c'est Georgi Schwartz. Donc, il est né dans une famille juive. Mais durant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est fait passer pour un chrétien. Et il a aidé les Allemands à venir saisir les biens de ses proches, hein, des Juifs autour de lui. Alors, tout ça, il a révélé ça dans une entrevue à 60 Minutes. 60 Minutes. Okay. Une grande entrevue. C'est important, je veux dire, si la première fois que je l'ai connu. C'est ça. Si les gens veulent vérifier, tapez George Soros, entrevue 60 Minutes, où est-ce que l'intervieweur, Steve Croft, lui demande, vous avez pas eu de remords pour avoir dénoncé vos proches juifs, hein, lui il se faisait passer pour un chrétien, les autres juifs, et d'aller saisir leurs possessions. Lui a profité de ça. Hein. C'est pas juste qu'il les a dénoncés, c'est qu'il en a profité. Les biens, c'est comme ça qu'il a amassé sa fortune initialement. Donc ça a été, ce qu'on appelle la pierre, le stepping stone là, pour passer sa fortune. C'est ça, la première marche, la première étape de sa fortune. Mais comment il a répondu, c'est assez incroyable, parce que comment il répond exactement comme un vendeur de drogue. Il dit, si c'est pas moi, c'est ça, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Si c'est pas moi qui le tue, ben ça va être quelqu'un. Et j'imagine qu'il y a tellement de remords. Pas juste ça, c'est pas juste ça, c'est qu'on Steve Croft lui demande, est-ce que vous avez eu des remords? Je veux dire, quelqu'un pourrait virer fou à avoir fait une telle chose, puis il dit, non, aucun remords. Aucun remords. Là, hein, c'est un juif, là. Ouais. Il s'en va saisir ses cousins, ses neveux, ses chums, ses voisins. Il s'en va, puis il sait exactement. On l'a choisi pour une raison aussi. C'est parce qu'il savait, son père était assez riche, puis
puis il habitait dans un quartier assez riche. Il allait chercher, les premiers qui sont allés chercher, c'est les fortunes des Juifs riches. Donc, ça serait une certaine forme de psychopathe qui a absolument aucune empathie. C'est comme ça que moi je le vois, en tout cas, quelqu'un qui a aucune empathie. C'est aussi quand on regarde ce qu'il a fait à l'économie de certains pays, on voit que c'est quelqu'un qui a aucune éthique, aucune morale, aucun... C'est la même manière qu'à 14 ans. C'est ça, c'est exactement. Il y a un modus operandi de George Soros, là, c'est qu'il ne reconnaît pas la souffrance d'autrui. Là. Il n'a pas d'empathie, c'est ça. Alors que Justin Trudeau, lui, va l'admirer justement parce qu'il a un grand cœur, puis il veut sauver les migrants. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on le présente comme un philanthrope. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. C'est souvent comme ça. Hein. On essaie de faire passer le poison en mettant une petite couverture sucrée. Là. On le fait passer pour un philanthrope, mais en fait, c'est un déstabilisateur de nation. Hein? Alors, en anglais, un wolf in sheep's clothing. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Alors, son père a dit, je veux dire... mon ami Bill. Quand il était encore vivant, son père a dit qu'il rêvait de faire s'effondrer les frontières de l'Europe. Hein? Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, surtout avec la crise des migrants de 2015, c'est qu'il est en train de réaliser le plan de son père, donc de faire s'effondrer les frontières de l'Europe. On sait que, on va voir ça peut-être un petit peu plus tard, tout le plan Merkel d'ouverture des frontières et de faire venir c'est en fait le plan Soros. Hein, ça a été piloté, je veux dire, en sous-main par la Open Society Foundations. Et là, juste comme une citation qui est en lien avec ça, quand Viktor Orban, le premier ministre de la Hongrie, a décidé de mettre des murs, ériger une frontière pour arrêter le flot ininterrompu de migrants, George Soros a dit qu'Orban protégeait les frontières aux dépens des réfugiés. Il dit que lui, son plan, c'était de protéger les réfugiés aux dépens des frontières. Oui, c'est ça. C'est refugees first. Oui. Et là, on voit ça un peu avec le chemin Roxham ici. Oui, hein? Absolument. Et on va voir qu'il y a une connexion avec Trudeau et le chemin Roxham. On est des racistes de vouloir protéger nos frontières, alors que je pense que la job numéro 1 d'un gouvernement, c'est de protéger sa souveraineté. C'est exactement ça. Mais là, tu vois encore, là, tu as de la manipulation de langage mondialiste ici. Parce que Orban ne... On a la photo d'Orban, d'ailleurs, je pense, Philippe. Orban ne protège pas ses frontières. Hein. Une frontière, c'est mort. Orban protège son peuple. C'est ça. Orban protège la cohésion nationale. Orban protège son pays. Hein, et aussi, on peut dire... C'est pas une frontière, il protège pas... Son équilibre économique aussi, parce que, je veux dire, des migrants illimités, là, ça va détruire une économie assez rapidement. Orban fait qu'est-ce que tous les pays devaient faire. Ben oui, mais il n'est pas tout seul, je pense, à faire ça. De plus en plus. Là, on voit, là, il y a une montée. La Pologne, il y en a plein de pays qui embarquent là-dedans. C'est des radicaux, n'oubliez pas. Ben, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas autant de marge de manœuvre économique, ces pays-là. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Alors que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, ils ont un peu plus de coussins au niveau économique. Bien, ils n'ont pas plus de coussins, c'est faux. C'est juste que c'est financé par la dette. Oui, bien, c'est ça. C'est financé par la dette et ça a été... Ben là, tu me fais sauter de point, là. Mais c'est ça. Ça a été proposé par Soros. Il a dit dans une entrevue, je pense en 2014 ou en 2015, que l'Europe devrait accepter au moins 1 million de migrants comme supplémentaires, là, des migrants économiques. De plus que question-là. De plus que question-là. Et que ça devrait être financé par la dette. Ben oui. Et qui va évidemment financer cette dette-là? Les amis de George Soros. Et là, c'est ça. Et donc, il appelait à un rôle plus important pour le FMI, la Banque mondiale, etc. Là, il s'est rendu compte, 1 an plus tard, dans une entrevue à CNBC, il dit que l'Europe était sur le point de s'effondrer économiquement. Ouais. Tu vois, alors c'est comme, à cause des migrants. Mais l'ONU a déclaré, je pense, récemment, qu'il y avait sur la Terre 250 millions de réfugiés ou de gens qui cherchent là à changer de pays. On s'en a parlé déjà. En 2050, ils parlent de 250 millions de réfugiés juste climatiques. Ça, c'est un agenda qui pousse. Juste climatique, mais là, on parle pas de gens... C'est pas des réfugiés climatiques, c'est des réfugiés économiques. 1 milliard. Là, c'est des réfugiés économiques qui cherchent un meilleur sort, parce que si on regarde la Syrie, le conflit à toute fin pratique est terminé. C'est ça, mais c'est pas juste ça. Là, on saute un peu les trucs, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les ONG financées par la Open Society Foundation de George Soros se sont fait prendre à publier des manuels qu'ils distribuaient aux migrants sur la façon de contourner les lois pour rentrer en Europe. Oh. Hein? Alors, c'est-à-dire qu'il n'est pas ici seulement que pour défendre les réfugiés, George Soros. Il est là pour les faire activement rentrer. Mais ça, là, Alexis, c'est pas illégal, c'est
irrégulier. C'est irrégulier, c'est ça qu'on dit. Ce n'est pas illégal maintenant si tu enfreins les lois du pays. C'est de l'irrégularité. Mais ça, c'est un message qui passe assez clair pour dire c'est des irréguliers. Ils vont devenir des légaux, Ben oui, à cause de la pression. Légal. À cause de la pression, justement, parce que George Soros, il finance tous les organismes qui sont là pour lubrifier le canal. C'est exactement ça. Il a financé aussi des hotlines là, en turc pour donner des conseils aux migrants sur la façon d'immigrer illégalement en Europe. C'est comme sur les routes à prendre, quelles dispositions légales, quoi dire quand on arrive face à un agent frontalier, etc. Donc, le gars, George Soros, organise vraiment la migration et rendu sur place en Europe, il donne aussi, il y a plusieurs de ces ONBL qui donnent des conseils aux migrants gratuitement, des conseils juridiques aux migrants. C'est comme genre pour changer de pays ou quel genre de statut demander. Et puis donc, c'est voici les lois du pays, voici comment les contourner. Voici comment les contourner. Parce que le chemin Roxham, normalement, on devrait tout le revirer de bord. C'est exactement ça. Normalement, là, avec l'entente qu'on a des tiers pays sûrs. André, c'est pas juste ça. C'est que, en fait, moi, j'ai bien recherché ça, la question du chemin Roxham. Et il tombe entre 3 traités. C'est-à-dire, il passe dans les mailles du filet de 3 traités. Ils arrivent juste dans le milieu. Okay. Et il faut vraiment, ça prend un expert juridique pour les faire tomber à ce moment-là, à cet endroit-là, à 200 mètres du poste frontière. Et là, on peut rien faire comme. Et c'est comme du génie juridique. C'est comme si c'était designé, ce chemin-là. C'est du génie juridique, là. Et ces gens-là, je me demande comment ils ont fait pour en arriver là, en arriver à une telle conclusion, puis se pointer là avec une régularité comme ça. Ils ont comme les migrants qui arrivent en Europe, ils ont été dirigés vers là. On les fait rentrer au Canada. Là. Nous autres, dans le syndicat, il y avait toujours des coquilles qu'on appelait dans nos documents. Oui. Ça, c'est comme il y a une petite coquille juridique. Là, ils les ont trouvés. On pourrait dire un fail-safe? Quand que tu fais, par exemple, des lois, tu gardes une espèce de vacuum à quelque part pour, justement, si jamais tu en as besoin, tu peux t'en servir. Fait qu'il y a peut-être, par exemple, les juristes sont de connivence avec George Soros, puis etc. pour du moins. Oui, OK, la faille est là. C'est ça. Puis on se rappellera que là, encore une fois, on saute, mais je veux dire, le sujet est intéressant, qu'il a rencontré Justin Trudeau. George Soros a rencontré Justin Trudeau quelque chose comme quelques mois, en fait, avant le début de la crise des migrants. Hein? Et la crise des migrants ici au Canada a tout de l'ADN d'un plan Soros. Là. Ça y ressemble en tout point. Ben, en fait, lorsque ton premier ministre dit... bienvenue à tout le monde. Et venez à moi, il fait comme son Jésus, venez à moi les pauvres, les démunis, etc. C'est du Soros. Merkel, qui est aussi appuyée par George Soros, a procédé exactement de la même façon. Puis Hillary a dit exactement la même chose aussi. Elle a dit qu'elle voulait une hémisphère sans frontières derrière porte close à Goldman Sachs. Hein? Dans un dîner à 250 000 un dîner à 250 000 elle a dit devant les banquiers de Goldman Sachs, et ça a été coulé, le discours a été coulé, qu'elle voulait abolir les frontières partout dans la sphère occidentale. Mais elle a dit ça avant les élections. Trudeau, je me rappelle pas que Trudeau, avant les élections, il a dit si je suis élu, je vais ouvrir les frontières. Non, c'est ça. Non, pas du tout. Mais elle l'a dit en cachette. L'autre affaire qu'elle a faite, c'est sur WikiLeaks, qu'est-ce qu'on a appris, c'est qu'elle a dit, elle disait une affaire en privé, puis elle avait un discours public et un discours privé. Okay. C'était complètement différent. C'est ça. Alors, c'est ça, il y a une fortune immense qu'il utilise d'une façon particulière pour financer des groupes radicaux, pour, comment je pourrais dire, mettre du sel sur les blessures, là, oui. Et pour faire s'effondrer les frontières des États-nations. Et dans quel objectif, où est-ce qu'il va gagner, lui, là-dedans? Personnellement, je ne pense pas qu'il gagne, à moins que déstabiliser un pays permet de spéculer sur sa monnaie, mais je ne pense pas qu'il soit là. Je pense que l'homme est assez riche et je pense que lui, son objectif final, c'est, abolir, comme j'ai dit, le système d'État-nation. Hein. La société ouverte, là, c'est un État intermédiaire entre, d'une part, le système d'État-nation et un système mondial sans État-nation. Bien, lorsqu'il y a une société, comme par exemple le multiculturalisme canadien qui vise à ghettoiser tout le monde, oui. Et tout le monde a une identité, sauf évidemment les Blancs qui n'ont pas le droit d'en avoir une, mais on est tout le monde dans notre coin, on se parle pas. Tu vois, José Rivard a fait une vidéo la semaine dernière avec une fille, une Québécoise qui est voilée, et là, tout le monde a complètement capoté parce que c'est nos ennemis, il ne faut pas leur parler, tout le monde dans leur coin. C'est facile à contrôler une population quand il n'y a aucune cohésion entre les différentes communautés. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est divisé pour régner. On a de la cohésion, on n'a pas de leader. C'est simple et clair. On a des leaders qui viennent de l'extrême gauche, qui viennent d'un Soros. Soros, c'est un leader.
Ouais, mais c'est un leader, c'est un homme qui vrai. se tient debout. Le problème, c'est qu'on n'a pas un... Trudeau, c'est pas un leader. Mais il y a un leader présentement. Merkel, il y en a un leader qui est capable de... Il y en a juste un. Il y en a à juste ce un. moment. Il y en a juste un qui est capable de rallier tout le monde. Et d'ailleurs, quand tu écoutes ses discours, c'est très inspirant. Très Ça lève, inspirant. voilà, c'est ça. Ouais. On sait c'est qui. Et on sait c'est qui. Ouais. C'est Voilà, très c'est bien, ça. c'est qui. Donc l'homme a commencé à faire fortune en 1992. Je veux dire, les gens qui ont mon âge et l'âge de Ken se rappelleront de Black Wednesday. George Soros a spéculé sur la livre anglaise, a déstabilisé l'économie entière de l'Angleterre. C'est ça, c'est l'homme qui a cassé la Banque d'Angleterre. Il a fait perdre quelque chose comme 10 milliards de dollars en quelques jours à la Banque d'Angleterre et lui a fait un profit de presque 2 milliards de dollars. Alors ça a été son premier coup, là. On dit qu'il a utilisé à peu près la même stratégie que les Rothschilds. OK, oui, à l'époque. Avec Napoléon. Oui, c'est ça, à l'époque, oui. À l'époque. C'est ça, Il y a intéressant. à peu près le même... Ils ont mis les deux ensemble là, pour montrer le même style. Alors, c'est ça. Donc, le Black Wednesday, c'est là qu'il fait ses premières armes. Mais par la suite, à la fin des années 90, il continue à spéculer sur les monnaies. Ça, c'est son truc à lui, là, la spéculation financière. Et il va s'adonner à de la spéculation financière contre les économies émergentes en Asie, comme la Malaisie, la Thaïlande. Il va ruiner ces pays-là, ce qu'on appelle les tigres, là, les pays émergents en Asie. Mm-hmm. Et c'est des pays qui s'étaient sortis du tiers-monde et qui avaient atteint un certain niveau d'industrialisation. Ouais. Et George Très Soros, mal au Japon. au Japon, peut-être, oui. Et George Soros a commencé à spéculer sur leur monnaie, a ruiné, comme il avait fait en Angleterre, a ruiné leur économie. Le premier ministre de Malaisie, je pense, a dit qu'ils étaient retournés 30 ans en arrière économiquement, à cause de la spéculation de George Soros. Le premier ministre thaïlandais a appelé George Soros un criminel de guerre économique. Alors, pensez à ça. Pensez qu'au Québec, là, on essaie de se sortir de la misère pendant 30 ans, puis on arrive à un certain niveau. Puis là, il y a un homme qui arrive de l'extérieur comme ça, qui commence à spéculer sur notre monnaie, etc., puis qui nous retourne en termes de finances publiques, etc., 20 ou 30 ans en arrière. Imaginez ce que ça fait. Mais quand tu dis spéculer sur la monnaie, juste pour que moi je comprenne, puis le bénéfice des auditeurs aussi, ça fonctionne comment exactement? Ben, c'est que par exemple, tu as des bons ou tu as de la monnaie. Puis là, tout d'un coup, comme d'un seul coup, tu lâches tout. Tu dompes toute ta monnaie. Tu vends T'en tout. achètes avec le temps. Donc, tu gonfles une ballonne, puis à un moment donné, tu lâches Fait que là, il y a plein de cette monnaie-là sur le marché. Ouais. Puis il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, puis il y a plein de monnaie sur le marché. Ça fait que la valeur de la monnaie descend, s'effondre. Et en anglais, on appelle ça des pump and dump. Fait que lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est que justement, il pompe. Là, la monnaie, elle a une certaine valeur. Il pompe graduellement. Il vend tout d'une shot. La monnaie s'effondre, puis il rachète. Ben, lui, il sait quand il va le vendre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Lui, il monte. La short. Short, Il oui. anticipe qu'elle va dropper. Oui, c'est ça. Il y a un type qu'elle va dropper, mais si c'est lui qui a drop d'une shot, à ce moment-là, il sait qu'elle va dropper. OK. Donc, finalement, bon, on parle d'un criminel économique. J'imagine que c'est pas illégal de faire ça nécessairement. C'est pas illégal, mais ça montre encore une fois, on revient au logiciel de George Soros. C'est un gars qui a aucune empathie. Imagine le nombre de personnes qui sont, tombées dans la précarité, qui sont tombées dans la maladie, dans la famine, dans des économies émergentes. Là. Il a appauvri ces pays-là. Et ça montre encore une fois une absence totale de scrupules puis d'empathie. Puis il peut leur dire, c'est pas grave si vous êtes pauvre, regardez déménager en Europe. Mais c'est un philanthrope. Mais il faut c'est revenir ça. un peu à la philosophie des acteurs. Tu sais, Bill Maher, Bill Maher, Bill Maher, Bill Maher, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la meilleure affaire qui peut arriver aux États-Unis à ce moment, ouais. c'est une dépression totale. Ouais. Lui, ce qu'il souhaite, c'est que l'économie s'effondre tellement Pourquoi? pour que Trump s'en perde aille. Mais les c'est prochaines élections. Mais il s'en fout qu'il y a des millions de personnes qui Ouais. vont perdre leur Mais lui- maison ou le ouais. suicide. Et Mais c'est la Bill même Maher, il y a un philosophie avec feud. Soros. Bill Maher, il y a un feud personnel Ouais. avec Donald Trump. Mais non, il y a un feud personnel avec la classe moyenne. Parce Ben- que lui, qu'est-ce qu'il veut, c'est il s'en fout de Donald Trump. Parce que Donald Trump ne va jamais perdre son argent. Ah non, il s'en fout pas. Il s'en fout de pas. nous autres. Il déteste Trump. Ouais, mais il parce déteste que nous. Trump l'a déjà fait un lawsuit Ouais, de mais- 5 millions de dollars. Mais tu vois, moi, je vois pas ça de même. Moi, je vois... puis excuse, je coupe un peu Non, vas-y, vas-y. ton point. Moi, je vois Soros, comme tous les autres, ils détestent une affaire, c'est la classe moyenne. Les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est l'appauvrir pour devenir les contrôler tout le monde. Ils veulent tout le monde par le bas. Ils veulent appauvrir la population. Ils veulent appauvrir... Parce qu'une population pauvre et précaire, c'est une population qui pense juste à sa survie. Exactement. Elle ne Puis pense- elle ne au pense- Québec, honnêtement, ceux qui nous écoutent,
Il y en a beaucoup qui sont exactement dans cette situation-là. Vivre de chèque de paye Vous en n'êtes pas chèque de capable paye. d'acheter une maison, vous n'avez pas 400$ en banque si jamais à un moment donné vous avez un problème avec votre auto. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent à un moment donné en haut. Là. À partir du moment où Ouais. tu es toujours short, tu es toujours à Ouais. court d'argent. Tu perds ta job, tu perds ta maison. Là. Il y en a combien des gens qui nous écoutent qui sont exactement dans cette situation-là? C'est ça. Alors, pour un c'est- gouvernement, on est facile à manipuler. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, donc, c'est ça. C'est un homme, tu sais, quand je parlais du plan Merkel pour les migrants tout à l'heure, là, eh bien, ça a fonctionné de la façon suivante. La personne, Merkel a suivi un plan qui lui a été soufflé par... passe-moi une seconde, qui lui a été soufflé par le European Stability Initiative. Okay? Donc, ce plan-là de recevoir des migrants, je veux dire, des millions et des millions de migrants, lui a été soufflé par un think tank qui s'appelle le European Stability Initiative. Et sur le conseil d'administration du European Stability Initiative, ça a l'air d'un truc indépendant, là, mais il y a des membres de l'Open Society Foundation. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, et c'est comme ça que Soros opère beaucoup. Là. C'est-à-dire qu'il opère par OSBL ou par think tank interposé. Il y a des tentacules partout, c'est ça. Alors, les gouvernements ont l'air très respectables. Hein. Je veux dire, ils suivent des plans qui leur ont été proposés par des groupes de réflexion, etc. Mais ce que la population sait pas, c'est que dans ces groupes de réflexion-là, c'est ça, il y a un agenda et ils sont remplis de personnes qui travaillent pour la Open Society Foundations, etc. Philippe peut en parler parce que Philippe, il s'intéresse à beaucoup de think tanks comme ça et vous n'avez pas idée la quantité d'organismes d'OSBL ou de... en fait, c'est ça, des organismes, Philippe, que tu vas voir régulièrement. Il y en a. Ils sont financés par le gouvernement, mais par Soros, par... Et c'est ça, mais c'est pas juste George Soros, hein, c'est-à-dire, George Soros, c'est une partie du plan mondialiste. Hein. On a eu récemment Louise Arbour, oui, on a sa photo d'ailleurs. Qui est venue nous dire, hein, elle est en mission au Canada pour nous faire avaler la pilule des migrants, parce que ça a très mal passé au Québec. Alors, l'Organisation des Nations Unies l'a mandatée pour venir nous vendre l'ouverture des frontières. Elle est venue nous dire, il y a eu une entrevue dans le journal Le Droit où est-ce qu'elle dit... Elle dit que l'immigration de masse, là, les flux migratoires comme on les voit aujourd'hui, là, sont inévitables et qu'il fallait faire avec. Oui, un peu comme Sadiq Khan, le maire de Londres, qui dit les attentats terroristes, faut faire avec. C'est parti d'une grosse ville. Et Pierre Curzi, à la télé, j'avais fait une vidéo là-dessus qui avait le même langage. Genre, écoutez, là, on l'a eu, là, maintenant, il faut se tasser, faire la place aux autres. Et oublions pas, ce gars-là militait et était même élu au Parti québécois, qui veut faire du Québec un pays. Mais on en revient sur la même affaire. Tout le monde qui est dans mainstream media a le même langage. Oui, absolument. Ils ont le même langage. Si tu dis pas exactement qu'est-ce que... Mais chez Curzi, c'est particulier, hein, parce qu'il était un peu identitaire quand il était au Parti québécois. Il l'était, je m'explique très mal cette c'est la gauche caviar. Tu sais, il était sorti, je pense, en 2008, en disant que les francophones étaient en train de devenir minoritaires sur l'île de Montréal. Je sais pas si c'était en 2008 ou je pense que c'était en 2008. Et là, on le critiquait d'être identitaire. Et puis là, tout d'un coup, il y a comme... Puis il dit d'une façon tellement nonchalante, genre, écoutez, là, on a eu notre temps, plus c'est rendu comme ça maintenant. Puis genre, abandonnez votre territoire, abandonnez votre langue, abandonnez votre culture. Alors que si on est fier, si on est fier de notre culture, on est fier de notre langue, cette culture-là et cette langue-là prend de la valeur. Exactement. Et les gens qui viennent ici ont le goût de la parler, cette langue-là. Puis ils ont le goût de se baigner dans notre culture. Si on a honte de notre culture, les migrants qui arrivent ici, s'ils ont honte de la culture, il n'y a pas de valeur. Il veut pas jouer au hockey, le gars. Alors que moi, quand j'étais jeune, je me rappelais un gars qui s'appelait Shérif. Son père était sikh, etc. Puis il jouait au hockey. Il y a une équipe de hockey du Maghreb, genre Tunisie contre Maroc, on a vu. Tu sais, ça, c'est trippant de voir ça. Des gens qui arrivent ici qui disent « Hey, c'est une belle culture, on veut embarquer là-dedans. » Regarde aux États-Unis, peu importe ta couleur, comment ils sont fiers. Il y a une fierté du drapeau, il y a du patriotisme aux États-Unis. Ici, au Québec, tu dis patriote, puis ça... un drapeau... exactement. J'allais aux États-Unis, mettons, il y a 25 ans, je voyais tout le monde avec le drapeau. Ils sont crinqués ben raides, eux autres. Sauf que ils sont fiers et, dans un temps de crise, ils peuvent justement
avoir une cohésion, puis se mettre ensemble. Ils peuvent réagir, ils peuvent. Alors que nous autres, là, demain matin, là, il arrive un envahisseur, là, oublie ça. Là, il y a encore de la cohésion nationale aux États-Unis, alors qu'ici, on est en train de toute la perdre. Merci à Justin Trudeau. Grâce à Justin Trudeau et puis des leaders aussi. Mais c'est pas juste Justin. Tu sais, je veux dire, ici même en province, là, on parle de Couillard, on parle de Lisée, on parle de tout ce monde-là. Tous ces politiciens-là, pour moi, c'est des traîtres. C'est des traîtres à la nation. Ils s'en foutent de nous. Ils vont pour le mondialisme. On parle de Il n'y a pas de nationalisme. Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu du nationalisme au Québec. Tout à fait. Hein, le Parti québécois a tiré la plug sur le nationalisme. Ils sont devenus des souverainistes mondialistes. Oui. Et pour ceux qui ne se rappellent pas de Robert Bourassa, il était quand même nationaliste. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Même s'il était du Parti libéral. Et on parle de... Si René Lévesque revenait aujourd'hui, là, on le traitait d'extrême droite. Ben, si René Lévesque revenait aujourd'hui, il retournerait de bord, il dirait non. Ouais, c'est comme les chandails, là, tu sais, on retourne en arrière, l'évolution. Là. Oui, exactement. Oui, il avait dit, je pense, à 10 000 immigrants par année, il avait dit, il était choqué contre le fédéral. Il avait accusé le fédéral de vouloir noyer le peuple québécois. À 10 000 immigrants. Il était sorti, il avait fait un discours là-dessus. Et pour revenir un peu à ce que tu dis, là, tu sais, il y a un pays à ce moment, il y a un leader qui veut tenir la fabrique de son pays en face. Et c'est Donald Trump. C'est Donald Trump, d'ailleurs, qui est le seul à ne pas avoir... Et c'est le seul qui se tient debout, parce que si tu as une nation qui se tient debout, en plus, c'est la nation la plus forte, elle va donner une chance à les autres de se lever. Tu vois, Donald Trump, c'est l'anti-George Soros par excellence. Ouais. Tu prends l'essentiel du plan Soros, l'ouverture des frontières, etc., spéculation financière, déstabilisation financière, etc. Tu prends l'ensemble du plan Soros, tu le revires de bord, puis tu as à peu près ce que Donald Trump essaie de faire aux États-Unis. Ouais. Là, présentement, je pense que vendredi passé, il y a eu une entente à l'ONU. Les médias de masse n'en ont pas parlé, mais ils sont en train de se splitter les migrants entre tous les pays membres de l'ONU, sauf les États-Unis. Trump a dit non, moi j'embarque pas là-dedans, parce que ça va à l'encontre de ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire renforcer la souveraineté de mon pays. La souveraineté, la cohésion nationale. Il y a les pays d'Europe de l'Est aussi qui refusent des quotas de migrants, je pense. Et ça, les médias de masse n'en parlent pas, pantoute. Nous sommes à 5 ans d'être comme en Allemagne. Tu penses Le plan Soros a inondé l'Allemagne. Oui. Et moi, je dis que Trudeau est exactement Merkel. Sur la même lancée. Donc, tu veux dire, par exemple, que dans 5 ans... Aucun autre agenda que celle Dans 5 ans, au Canada, on va avoir des viols en série, on va avoir de la violence, des attentats terroristes. Moi, je peux pas dire ça parce que je ne sais pas quelle sorte. Moi, je peux vous garantir une affaire, c'est que les chiffres qui disent à ce moment, les illégaux, je pense que c'est double. Le double. Ah ben, écoute, c'est le double de qu'est-ce qu'on... Cette année, tu vois... Il y a des chiffres officiels et puis il y a des chiffres officieux. Le sénateur Boisvenu, qui était ici il y a à peu près 2 mois, a dit que pour la première fois en 2018, donc pour la première fois de notre histoire, il va y avoir plus de migrants illégaux que de légaux. Ça veut dire qu'on va buster facilement le 110 000 immigrants. Mais ça, c'est une autre affaire. Pensez-y bien, là. Des immigrants illégaux, puis ils savent le chiffre. C'est pas vrai. Ils sont illégaux. Tu peux pas savoir le chiffre quand ils sont illégaux. Ils savent parce qu'ils passent tous par le même bout. Ouais, non, mais regarde, je vais en théorie, t'es pas supposé. Aux États-Unis, là, il y a une statistique qui sort encore. Ils disent qu'ils sont entre 11 et 16 millions. Je pense que ça fait 20 ans d'illégaux. 11 et 16, ça fait 20 ans. Oui, c'est ça, oui. C'est pas vrai. Non. On parle de 30 et 35 millions d'illégaux. Mais personne ne peut le dire. Si toi, tu étais illégaux, tu vas-tu t'annoncer? Dans certains cas, on ne sait pas qui la frontière aux États-Unis, on ne sait pas qui traverse, où est-ce qu'ils traversent, puis où est-ce qu'ils s'en vont. Absolument. Après. Tout à fait. Alors, c'est ça. Pour en finir avec George Soros, en 2015, les serveurs de la Open Society Foundations ont été piratés. Oh! Alors, il y a de l'information qui est sortie, hein, Ken, et, comme les minutes, par exemple, des rencontres et les discussions à l'interne. Et on a appris, par exemple, que la Open Society Foundations avait un plan et allait proposer au gouvernement de restreindre la liberté d'expression en ce qui concerne notamment l'islam. Mm-hmm. Et là, tu le vois au Canada, comment ça s'est manifesté, M103. Oui. Hein, c'est ça. Donc, faire en sorte, et dans ce qu'on apprend dans les documents, c'est que la Open Society Foundations entend présenter l'islamophobie comme une question de droit civique, comme le racisme, etc. Et on voit que c'est exactement ce qu'ils font ici au fédéral. Là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en Allemagne déjà? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Allemagne? Exactement. Voilà, c'est la même politique. Donc, le Canada et l'Allemagne se ressemblent beaucoup sur les points du plan Soros. Là, sauf qu'en Europe, je pense qu'ils sont pas mal plus élevés
Comme par exemple, la police... Ça a commencé un peu plus tôt. Hein? Ouais. La police vient cogner chez vous. Si tu écris quelque chose de légèrement anti-islam sur si Facebook... tu retweets Tommy Robinson, la police vient cogner chez vous. Exactement. Ils ont refusé l'entrée au pays... je pense de Lauren Southern puis du monde de même, juste parce qu'elle allait voir Tommy Robinson. Exactement. Alors, on n'est pas encore rendu là, mais il faut savoir que les mondialistes procèdent toujours par petits pas, hein, step by step, comme on dit. Ouais. Alors, ça commence avec ça. Et si on accepte ça, ils vont passer à autre chose. Tant qu'on va accepter, ils vont continuer à serrer la vis. Éventuellement, on ne pourra plus rien dire et plus rien penser même. On va commencer par le web. Là. Il commence sérieusement avec le web. Il commence par le web. Alors, on a appris ça. On a appris donc, ce qu'on voit ici au Canada, il faut comprendre d'où est-ce que ça vient. Ça vient de la Open Society Foundation. Ça fait partie du plan Soros. Les gens, on se demande comment ça se fait que Trudeau fait passer une loi comme ça, anti-liberté d'expression. L'origine de ça, c'est le plan Soros. Encore une fois, le chemin Roxham. Comment ça se fait que Trudeau, il fait rien? Puis, ben non, c'est le plan Soros. Comment ça se fait qu'ils ont bloqué tous les chemins sauf celui-là au Canada? C'est le modus operandi. C'est comme je disais en début de présentation, c'est l'ADN de George Soros. Ouais? C'est ça qu'il tente de faire partout. Et l'objectif, c'est de faire s'effondrer les frontières. Faire s'effondrer les frontières géographiques, et les frontières aussi, comme je disais, sexuelles, parce qu'il finance aussi plein de groupes extrémistes LGBT. Et faire en sorte que les pays s'effondrent par la dette. Hein? Et ça nous ramène à ce que je disais à Carol Quigley, quand il disait on va financer les migrants par la dette. Il l'a dit dans plusieurs de ses entrevues. Là, inquiétez-vous pas avec les finances publiques. Là, on va financer ça avec la dette. Hein? On va emprunter et ces migrants-là vont nous aider à rembourser. C'est ça. Alors, c'est ça. Donc, ça encore une fois, ça s'inscrit dans ce plan mondialiste-là. De faire s'effondrer le système d'État-nation par la dette. Ça a été extrêmement bien présenté. C'est absurde. Je veux dire, avec une banque centrale, et toutes les banques centrales donnent une partie de leur argent à la Bank of International Settlements à Bâle, en Suisse. Hein, ça, c'est le noyau central. Et donc, c'est le même principe du Federal Reserve. C'est ça. Même affaire. C'est ça. La Banque du Canada, elle ne voit rien maintenant, puis on emprunte à des banques externes. C'est la même philosophie. Ils n'ont pas inventé la roue. Là. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui a votre bien à cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui a à cœur les intérêts du Canada. Le gars veut passer à un autre système. Et pour passer à un nouvel ordre, un nouveau système international, il faut faire s'effondrer celui qui est actuellement en place. Et pour le faire, évidemment, il faut déconstruire. Il faut déconstruire les structures existantes. Il faut déconstruire la famille. Écoute, imagine, là... Il faut déconstruire les États. L'importance capitale, question. La famille, oui. Il y a 25-30 ans, j'étais au cégep, là, puis tu m'aurais montré, un miroir là, où j'aurais pu voir la société d'aujourd'hui. Je l'aurais pas cru. J'aurais pas cru qu'un jour, ça aurait été nazi de dire qu'il y a juste deux genres. C'est ça. Tu sais, tu dis, attends une minute, c'est Twilight Zone. Là. On est beaucoup plus loin que 1984, là, et le meilleur des mondes. Et qu'au Québec, dans ce temps-là, tu vois, c'était les souverainistes qui étaient les gentils. Tu avais les méchants fédéralistes. Et là, maintenant, les souverainistes, c'est des nazis. Oui, c'est ça. Alors, c'est incroyable. Et justement, c'est parce que au Québec, avec toute cette philosophie-là là, de chacun dans son coin, même les familles qui sont détruites, les migrants qui arrivent, puis on leur dit d'emblée, vous êtes des victimes. Alexis, qu'est-ce qu'il parle? Là? Ça fait 50 ans qu'on détruit la famille. Oui. Ça a commencé tranquillement. Tu sais, on parle de la mondialisation avec les petits pas. C'est ça qu'on a fait. On commence à la détruire. Si on la détruit, qu'est-ce qu'on est capable? Ils ont procédé exactement de la même façon aux États-Unis. Hein? Tout à fait. Et on l'a fait avec la communauté. On a commencé avec la communauté noire. Le monde oublie ça. C'est la communauté noire qui était une communauté très religieuse, très unie. Ils ont détruit avec la drogue. Maintenant, il y a 80% des foyers noirs qui n'ont pas de père présent. Hein? Oui, aux États-Unis. On sait c'est quoi la corrélation entre l'absence de père au foyer et la criminalité. La criminalité, puis aussi l'argent qu'une famille a. Parce que c'est mal, hein, la masculinité. Là, on a critiqué beaucoup la masculinité depuis 40 ans. Hein, c'est fondamentalement mal. À l'école, à la famille, partout, c'est comme blâmé. Ça a été. Les héros à TV, on le dit. Les héros à TV, les hommes, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Quelqu'un est abonné à Netflix? Non, les héroïnes, c'est toutes des femmes monoparentales. C'est cool d'être monoparental. Je ne sais pas si vous avez Netflix. Vous avez Netflix? Oui. Essayez de trouver il n'y en a pas beaucoup des séries avec des hommes dans le rôle lead principal. Tout à fait. Les deux hommes des rôles principaux, c'est Peter Griffin puis Homer Simpson. C'est tout à fait vrai. Deux gros épais. C'est deux gros épais. Moi, j'ai de la misère à trouver là, dans les séries sur Netflix ou les nouveaux films, surtout les contenus de Netflix.
Les une nouvelles série séries, où est-ce qu'il n'y a pas un homme, tu sais, comme personnage principal. un C'est toujours une transgenre, il y en a un. Hey, là, je toujours. te dis que les féministes, ils t'en trouveraient 50 exemples. Non, il n'y en a pas. C'est impossible. En tout cas, ça devient de plus en plus... House of Cards. C'est quoi? Mais House c'est of un Cards? esti de crasseur. Mais il n'est pas, Pas un héros. là. Non, mais pas un héros. c'est pas ça. C'est un C'est pas ça. psychopathe. C'est pas ça. C'est que la psychopathe. tendance s'accélère. La tendance s'accélère et on en trouve de moins en moins. Mais il y en a pas. Il y a 5 ans, on produisait c'était du 50-50. Hein? Là, plus on avance dans le temps, moins tu vas trouver de héros ou de leads masculins dans les, séries. Alors, mesdames, celles qui sont célibataires, il y a ici 3 héros. Et que vous écoutez. D'ailleurs, je vais en profiter. On vient de battre un autre record, 238 personnes qui nous écoutent en direct. Merci à mes patrons. En passant, mes patrons récents que j'ai oublié de nommer, parce que ça fait peut-être un petit bout que j'ai pas fait d'émission en direct. Éric Saint-Laurent est devenu un patron aujourd'hui. Dan Ad Lumen est devenu un patron. Camille Kingsbury également, Alexandre Baribeau qui a augmenté son patronage. Merci beaucoup Alexandre. Éric Saint-Laurent, je l'ai nommé. Et également, j'ai reçu des dons récemment. 20 $, Raymond Messier, merci beaucoup. Et Marc Tramoni, je pense que je l'avais mentionné la dernière fois, 100 $, merci infiniment. Alors, si vous voulez faire des dons au studio, vous pouvez le faire à l'adresse en bas de votre écran, paypal.me/stupid, ou si vous voulez devenir un patron, vous pouvez le faire au www.patreon.com/stupid. Merci à tous ceux qui sont là. Merci de partager cette émission-là. Si on peut monter à 300 personnes en direct, ça serait vraiment le fun, parce qu'à 300 personnes en direct, ça serait 200 personnes de plus que LCN dans le moment. Alors, est-ce que tu as conclu pour George Soros? Il reste un dernier point. On a appris aussi lors de ces fuites, ce piratage des serveurs de la Open Society Foundation, que il y a des personnes, notamment un certain Lord Moloch, et j'invente pas le nom. Oh là là! C'est pas le nom d'un démon, ça, Moloch? C'est ça, Lord pas Moloch, loin. qui est sur le conseil d'administration de la Open Society Foundation, mais qui siège aussi sur le conseil d'administration d'une compagnie de machines de vote, la Smartmatic. Oh! OK? Smartmatic qui a été utilisée, les machines de Smartmatic ont été utilisées au Venezuela lors de certaines élections et ils ont été accusés de fraude électorale. La fraude n'a jamais finalement été prouvée, mais il y a eu un tollé avec les machines de Smartmatic au Venezuela. Ces mêmes machines-là sont utilisées aux États-Unis, ont été utilisées aux États-Unis dans 16 États. Attends, es-tu en train de me dire que Trump a gagné le vote populaire? Malgré en tout cas, je te l'ai déjà dit, je te l'ai déjà dit qu'il avait flippé, il y avait des votes qui avaient été flippés, Parce que la que, NSA était sortie. d'après ce que tu me dis, c'est que Trump, en fait, ça c'est la version des fake news, il aurait été genre 3 millions de votes derrière Hillary Clinton, mais ce que tu me dis, c'est c'est un raz-de-marée rouge. Un raz-de-marée rouge, c'est ça. Ouais. Donc c'est ça. On peut le voir d'ailleurs, juste les foules qui attiraient. Je veux dire, Hillary Clinton avait de la misère à attirer 100 personnes. C'était exactement ça. Il y avait des chaises vides, il y avait à peine 100 personnes. Il y a eu des rallyes avec Tim Kaine, parce que personne s'est présenté. Ben, c'est ça que j'allais dire. Moi, quand j'ai remarqué que j'ai dit c'est fini, c'est sûr que Trump gagne, c'est Kaine qui était le vice-président attitré pour les démocrates pour aller vers Mme Hillary Clinton. Il y avait, dans deux shows que j'ai vus personnellement, il y en avait un qui avait 2 personnes et l'autre, ils ont cancellé. Fait que la fois, il aurait changé son nom pour Novocaine. Les militants ne se pointaient même pas. Tu sais, il y avait comme les pancartes, là. Tu sais, il y avait personne pour les ramasser. C'était vide, c'était fini. On oublie que alors que Trump les gens étaient même pas capables. Quand Trump venait dans une ville, là, les gens étaient même pas capables d'arriver à 1 heure du stade où est-ce que ça se passait à cause des embouteillages. Ouais, c'est ça. C'était, tu le voyais, tu pouvais le sentir. Je pense que ces temps-ci... Il y avait un engouement. Ces temps-ci, il y a plus de monde dehors que dedans. Des endroits où il peut y avoir 5, 6, 10 000 personnes. Donc, encore là, les médias de masse, les médias subventionnés qui essaient de faire passer Trump pour un imbécile qui est fini. Sa popularité n'arrête pas d'augmenter, même après l'élection. Regarde, moi, je vais vous reprendre là-dessus. Il ne fait jamais passer Trump pour un imbécile. Il fait passer ceux qui votent pour lui. Ah, ouais, peut-être. Non, ils font passer pour un câble. Moi, je pense qu'ils nous traitent, nous, comme des imbéciles. Ils nous attaquent. Ils nous attaquent personnellement. Pour quelqu'un de maladroit, d'arrogant, raciste. Parce que de plus en plus, on commence à dire
ceux qui ont voté pour Trump, ceux qui sont Trump, c'est eux autres le problème. Mais beaucoup de ceux qui ont voté pour Trump la dernière fois, la fois d'avant, avaient voté pour Obama. Ouais. Mais là, il commence à être dans le chenoute un peu parce que je commence à voir de plus en plus de Noirs aux États-Unis qui font des vidéos en faveur de Trump. Ça va pas être bon pour les démocrates. Là. J'ai fait justement une vidéo là-dessus. C'est ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, justement. Trump et la communauté noire. Trump est sorti avec une femme noire. Trump a appuyé par 2 fois la candidature de Jesse Jackson à la présidence. Il lui a donné des locaux. Alors, on a un raciste qui est sorti avec une femme noire, qui a appuyé 2 fois un candidat noir à la présidence des États-Unis, qui a toujours été encensé par la communauté noire. Jesse Jackson a louangé Trump à de multiples reprises pour ses efforts pour la communauté noire. Il y a le New York Times qui a fait comment je pourrais dire, un article sur Trump. Ils ont essayé de le coincer, là. Ils ont été interviewés certains de ses employés. Et ils n'ont pas été capables de trouver une personne qui disait que Donald Trump était un raciste. Ça a été... C'est un gars qui a habité 60 ans à New York. Dans la ville la plus métropolitaine au monde. Il n'a jamais été traité de raciste. On l'a donné un show à TV. Il recevait des prix de la communauté noire. Il était invité partout. C'est ça. Puis tout d'un coup... Tous les rappeurs noirs voulaient se l'adoraient. Dès qu'il s'est présenté contre Hillary Clinton, c'est-à-dire dès qu'il a menacé la mentalité de plantation, là, le contrôle du Parti démocrate sur la communauté noire, tout de suite, les médias se sont braqués puis ils l'ont traité de raciste. Et une affaire bien importante pour comprendre pourquoi les légaux est très important pour les démocrates, c'est qu'ils sont en train de perdre le noir, la communauté noire. Et comme ils sont en train de perdre la communauté noire, ils disent « Comment est-ce que je suis capable de récupérer ce 5%-là? » C'est par des illégaux. Ils détestent la communauté noire aussi. Ils détestent. En fait, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qu'ils aiment le pouvoir. Ils aiment le pouvoir. Ils ont réussi à avoir les minorités de leur bord, justement, en les victimisant. Et là, maintenant, Trump donne un message d'espoir. Il vous donne des jobs, puis il dit, regarde, là, tu vois, là, si tu veux travailler... Même les latinos, c'est ça. Alors là, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont dire, attends une minute, là, moi, je me victimisais, là, j'ai un travail, je suis bien payé, je suis capable de m'acheter une maison, je suis capable de faire vivre ma famille. Donc, finalement, tu sais quoi, je pense que je vais voter encore pour ce ouran-outan. Je pense que tu en as parlé, mais Candace Owens aussi. Candace Owens, dans la vidéo, j'en ai parlé, Candace Owens, Kanye West, il y en a plusieurs, Diamond and Silk. Oui, de plus en plus. Et là, la gauche est en train de capoter. Mais Kanye West, c'est vraiment incroyable parce que Kanye West, il y a tellement, je pense qu'il y a 15 à 20 millions de personnes, 100 millions de personnes qui le suivent. Et lui, son influence est tellement grande qu'on sait qu'Obama a rencontré Jay-Z pour mettre la pression pour qu'aucun autre rapper rencontre Trump. Oui, c'est ça. En fait, Kanye, c'est un Trump noir, dans le fond, parce qu'il est bling-bling comme Trump. Puis en même temps, il a crashé à un moment donné une fille qui avait gagné un trophée. Je me rappelle pas dans quelles circonstances, genre Music Award, etc. Puis il a poigné le trophée de la fille. Il dit non, c'est Beyoncé qui aurait dû gagner ce trophée. C'est Tyler. Il s'en calisse. Je pense que c'est Taylor Swift. Oui, c'est ça. Après l'appui de Kanye à Trump, la communauté noire est passée de 11% à 22% en faveur de Donald Trump. Oh, ça, c'est pas bon pour les démocrates. Parce que les démocrates ont besoin d'avoir un contrôle quasiment total sur la communauté noire pour avoir la chance de gagner des élections. Et là, ils sont dans une zone là, avec l'appui qui augmente de la communauté noire avec Trump. Ils tombent dans une zone où est-ce que, je veux dire, s'ils perdent encore quelques points, ils ne pourront plus jamais reprendre le pouvoir. Et on n'a pas besoin de suivre léger, là, mais d'autres... Ils sont très légers. Ils sont très légers. Mais à ce moment, ça doit être au moins 70-30. À ce point-là. Pour moi, parce que dans l'histoire des élections américaines, c'est tout le temps bien... C'est toujours 90% démocrates. Hein? Romney, je pense qu'il y avait eu 92% ou 80%, il était contre Obama. Là. Ouais. Mais les républicains ont toujours quelque chose comme autour de 10%. Mais avec Trump, c'est en train de changer. Je pense que c'est Romney qui avait battu. Et ce qui est étrange, c'est que c'est le parti qui a l'étiquette de raciste, alors que c'est le parti qui a éliminé le racisme. D'ailleurs, tout à fait. J'ai vu ça sur Twitter aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment drôle. C'est Hillary Clinton qui a dit qu'avec le nouveau juge à la Cour suprême, le juge Kavanaugh, que si lui était à la Cour suprême, qu'on risque de retourner à l'esclavage. Et il y avait Dinesh D'Souza qui a dit « Ah, pas vrai? Shit! Moi, je t'assure que Kavanaugh, c'est un républicain. » Ouais, c'est ça, je l'ai vu passer, c'est bien.
Pour les amis qui ne savent pas, dans le Daesh, sens en plus, dans le sens, c'est les démocrates qui ont créé le Ku Klux Klan. C'est ça. Et qui ont... Et je ne sais pas si tu as vu la photo, hein, le mentor d'Hillary Clinton, elle en a plusieurs. Byrne, c'est ça. Elle a notamment Saul Alinsky, hein, celui qui a écrit Rules for Radicals, comme un de ses mentors. Mais elle a aussi Robert Byrd, qui est le grand dragon du Ku Klux Klan pour la Géorgie ou quelque chose comme ça. Il y a des photos d'elle en train de l'embrasser, en train de le remercier. Il y a des vidéos d'elle en train de le remercier. C'est un gars du Ku Klux Klan. Mais c'est Donald Trump le raciste, on s'entend? N'oubliez pas, là, quand il est mort, elle a fait des éloges. C'est exactement ça. Il y a des vidéos qui sont... on est en bonne voie pour le 300 personnes en passant. Lâchez pas, les amis. Robert Byrd, voilà. En tout cas, pour tout ça pour conclure, là, George Soros, hein, on voit dès son plus jeune âge, je veux dire, on constate des problèmes d'empathie avec les autres, une propension à, comment je pourrais dire, à faire du profit sur le dos d'autrui, comment je pourrais dire, à faire tout ce qui est nécessaire pour s'enrichir soi-même au détriment d'autrui. Alors ça nous donne comme certains éléments de réflexion sur sa psychologie. Cependant, le gars est présenté comme un philanthrope, puis comme un ami du Canada. Le Canada travaille avec lui conjointement sur certains dossiers. Hein. Il y a comme le ministère de l'Immigration, conjointement avec George Soros, travaille sur le retour des migrants, blablabla. Alors le gars est présenté comme quelqu'un de crédible. Quelqu'un de respectable. Et je veux dire, il y a un passif énorme. Et c'est tout le contraire avec Donald Trump. Hein. Donald Trump, comme on vient de dire, avec la communauté noire, a toujours montré de l'empathie avec tout le monde. Les chauffeurs de taxi, à New York, tout le monde parle de Donald Trump, sa générosité, son empathie, etc. Mais c'est lui qui est présenté comme un fou. Comprends-tu? Et ça nous montre le travail des médias. Mais quand tu as une cohésion des médias subventionnés, tu peux faire croire n'importe qui. Là. Mais je vais revenir encore à mon sujet. Comme là, la pédophilie. Moi, je crois sincèrement qu'ils nous détestent. Ils détestent la classe moyenne. Les médias le prouvent. Les politiciens le prouvent. Moi, je dirais plus que c'est du mépris que de la haine. Moi, je pense que c'est de la haine. C'est un mépris total des gens. Ils veulent notre cash. Femme ta gueule. C'est très proche. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est méprisant, de la haine. C'est comme, ils vont haïr si jamais, ils vont haïr les groupes qui se lèvent debout, qui essaient de se défendre. Mais c'est du mépris total pour la population. C'est comme en anglais, j'ai vu que t'es plus anglophone, du cannon fodder. Là. Ah. C'est plus ça qu'on dit, la chair à canon, littéralement. Et puis, ils en ont rien à foutre de nous. Et aux États-Unis, ils ont Donald Trump. En Europe, dans certains pays, ils commencent à avoir des leaders qui se lèvent debout, qui vont dire non à la mondialisation. Mais au Québec, au Canada, je les cherche encore. Là. Trudeau, n'oubliez pas, c'est 2.0 d'Obama. Obama a eu le même message de Soros. C'était son father figure, d'une certaine forme. Tu vois Merkel qui était là, ils ont essayé de déstabiliser trois pays qui restent encore, on peut dire, une fierté nationaliste. C'est quelle? C'était l'Allemagne. L'Allemagne, elle se fait anéantir. Ils veulent attaquer les États-Unis, puis le Canada, ça s'en vient très peu. Et moi, je dis en 5 ans, si on continue avec un premier ministre de ce force-là... Je pense pas qu'il va continuer tout. Non, je pense que Trudeau est pas mal fini. Il est brûlé, je pense qu'il est brûlé. Il est fini, mais puis là, ça va aller Parti conservateur. Soyez jamais... un peu la philosophie Soros. Quand Trudeau a dit, le Canada... Paul Martin avait dit un peu la même chose. Le Canada est le premier pays sans identité. Ah, c'est terrible de ça. Tu peux-tu dire... Si tu veux mais le Canada anglais, peut-être. Parce que si tu regardes les... Mais le problème, c'est le Québec. Oui, ben le Québec, c'est là qu'il y a l'identité. C'est pour ça qu'il faut que ça rentre au chemin Roxham. Oui, c'est ça. Parce que c'est le maillon faible. Et c'est pour ça que je suis en crise, excusez pour le mot, mais je suis en crise contre nos politiciens. Parce que là, il y a un Doug Ford, qu'on l'aime ou on l'aime pas, il commence à mettre ses culottes. Ben oui. Puis et ça, nous autres, on faut, comme politiciens ici au Québec, avoir quelqu'un qui se tient une botte puis qui défend le Québec. Mais Doug Ford, moi... C'est pas un déshonneur de dire « je défends le Québec ». C'est incroyable de dire ça. Lui, il est prometteur, mais je me garde une réserve. Tout à fait. Mais j'en garde à tous les politiciens. Mais qui est allé à Hydro One, puis ils ont tous démissionné. Ça, j'ai dit « oh, OK, il se passe quelque chose ici ». Parce qu'il a dit il n'y a pas longtemps, parce qu'il avait mis les journalistes de Rebel dehors, et il a dit « le Parti conservateur d'Ontario sera toujours progressiste ». Là, je dis « oh boy ». Ouais. Fait que j'ai été comme refroidi un peu, là. Ben moi aussi. Parce que progressif, ça veut dire régressif en réalité. C'est pour ça que Il a cessé la coopération avec le fédéral sur les migrants. Là, hein. Récemment, la semaine dernière, je pense, il a cessé toute collaboration avec le gouvernement fédéral sur la relocalisation des migrants en Ontario. Moi, je pense que honnêtement, pour les politiciens... La carbon tax aussi. Ça va être payant pour les politiciens de se distancer de toutes les politiques
globaliste, toutes les politiques d'immigration, etc. Et ça paye partout en Occident. Oui. Partout en Occident, tu tapes sur les médias, ça paye, et tu te distances des politiques mondialistes, ça paye. Oui. C'est juste qu'au Québec, il n'y en a aucun qui le fait. C'est Mais ça, exact. il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Exact. Ça, c'est une importance. Il faut que tu le crois. Il faut vraiment que tu crois de dire le Québec mérite d'avoir une identité. Si tu ne le crois pas, tu le dis juste pour avoir le vote. Mais Puis ça fait après, t'es le longtemps même qu'au affaire. Québec, on L'Élysée se a fait ça. Oui. Désolé de le dire, là. Ouais, il s'est c'est fait vrai. élire comme chef du Parti québécois sur une plateforme identitaire en critiquant le multiculturalisme puis en proposant une baisse de l'immigration. Et puis quand il est arrivé là, il a fait exactement le contraire. Là. Il a dit on verra, c'est quelqu'un d'autre qui va étudier ça. Il a, en tout cas, Ben, c'est pour ça que je te viré dis. sa veste de bord complètement. Puis là, les troupes, moi je l'ai dit l'année dernière avant le congrès du Parti québécois, hein, il vous reste pas longtemps pour vous en débarrasser. Le congrès, c'est votre dernière chance. Puis là, ben non, ça va changer, etc. Ben, vous êtes là maintenant, vous êtes pris avec jusqu'à l'élection. Tant pis pour vous. Alors, ben, merci beaucoup, Alexis. On va passer maintenant au deuxième batracien. Et j'ai nommé Robert Mueller. Il va falloir que tu me dises, c'est qui Robert Mueller? Ceux qui ne suivent pas la politique américaine ne le connaissent probablement pas. Alors, je te laisse aller. Merci beaucoup pour me donner ce petit... je vais prendre 15 minutes. Je vais être beaucoup plus court qu'Alexis. Vous êtes check bien intervenu, vous ça. êtes intervenu pas mal. Non, tout à fait. Non, je suis très content. Ah, ben, ouais. Mais Robert Mueller... Ça va prendre plus que 15 minutes, je vous le dis. 20 minutes. Robert Mueller est né en 1944, il a 74 ans aujourd'hui. C'est un directeur de la FBI de 2001 à 2013. Pourquoi que je l'ai mis dans le swamp, c'est que vous allez voir, après, moi j'ai décidé de sortir 6 à 7 scandales de cet homme-là, parce qu'on le traite comme le lieutenant Ness. On pense que c'est le prochain, parce qu'il s'attaque à Trump. Ils disent que c'est un homme avec une intégrité incroyable. Moi, je vais essayer de démontrer que son intégrité n'est pas aussi incroyable qu'on pense. Comme Georges Soros, c'est un philanthrope. Et tout à fait. C'est pour ça que ça tombe. Et les médias traditionnels vont vous parler de Soros, vont vous parler de... Ben, en fait, au Québec, on ne parle pas beaucoup de Soros. Non, c'est ça, il est pas bien connu. Non. Il n'est pas bien connu encore, mais il en parle. Mais T'sais, Mueller, il en parle au Québec parce qu'ils veulent garder le doute que, en fait, Trump est sous investigation, même s'il n'y a aucune preuve. Mais toutes les preuves pointent. Il l'est, mais toutes les preuves Non, il pointent n'est pas, vers en le fait. Parti démocrate. Ils ont dit que Trump n'était pas sous enquête. Non, mais ils sont sortis ouais. dans les... Rosenstein est sorti en disant que Trump n'était pas sous enquête. Ils sont plusieurs... Je pense même que Comey l'avait dit. Mais Trump je n'est pense- pas sous enquête. Ça, ils Je l'ont pense déjà qu'ils ont dit. pas... Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pogné 13 personnes Ouais. à ce moment. Là, il y en a un autre 12, je pense, russes. Là. Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes? C'est les mêmes? C'est non, je veux dire, ça, c'est ma prochaine vidéo. Là, je ne vais pas vendre le punch. Mais celles qui sont sorties, les 13 qui sont sorties au mois de février, je pense, Rosenstein a fait vendredi dernier exactement la même conférence de presse qu'il y a 4 mois. C'était la même affaire, c'est les mêmes personnes, il n'y a rien de nouveau là-dedans, sauf qu'ils vont aller chercher le serveur démocrate. Mais comment ça se fait alors que sur Twitter, on entend toujours « Ah, Trump est toujours sur enquête ». C'est que les médias subventionnés, Ils quoi, veulent spinner, puis ils veulent surtout pas avoir l'air con, parce que là, ils vont avoir l'air con. Ben, ils ont fait leur lit. Ils ont fait leur lit, puis là, ils ne peuvent plus dire que c'est Trump... exactement ça. Là, ils ont couché Exactement. avec, puis ils vont y aller jusqu'à la fin. À la vie, à la peinturés mort. dans le coin, comme durant l'élection. Ils se sont peinturés dans le coin et éventuellement, ça va leur péter d'en face puis ils vont encore une fois avoir l'air con. Comme à l'élection, tu te rappelles, le lendemain de l'élection, Ouais. ils disaient le mea culpa, on a fait quelque... comment ça se fait qu'on a manqué le ballon comme ça? Mais ils sont bien épais. Je veux dire, quand tu dis que Donald Trump, il y a 2% de chances de gagner les élections le jour des élections, puis il y a un raz de marée. Mais c'est qu'ils essaient de faire de la programmation neurolinguistique. Oui, oui. Hein? C'est-à-dire qu'ils essaient de dire, bon, c'est sûr qu'elle Allez gagne, pas c'est sûr voter, que- il va pas rentrer. C'est sûr qu'elle gagne, c'est sûr qu'elle gagne. C'est ça. Puis finalement, les gens Ben, vont ça a penser, toujours marché. Ça marche Ça avec a les toujours sondages. marché. Avec les sondages comme ça, Oui. quand tu montres une tendance, dans les sondages, Oui. les gens ont tendance à se rallier. Fait qu'ils ont essayé avec les sondages puis avec les médias de créer une tendance Hillary, mais ça n'a pas marché. C'est ça la magie de Trump, c'est que ça n'a pas marché. Là, je vais essayer de continuer sur mon Robert Mais Mueller. on veut pas, nous autres, c'est dure juste 15 minutes. Ça va être 10 On minutes. aime ça. Bon, Robert Mueller, comme un gars à radio dit souvent. Je vais parler, le premier sujet, c'est Whitey Bulger. Whitey On a Bulger, sa photo d'ailleurs. Whitey Bulger, c'est important qu'on comprenne c'est qui cet homme-là. Je vais essayer de... C'est un gangster. Et il y a eu des films sur lui. Tout à fait. Il y a le Black Mass que Johnny Depp a fait, puis le Departed qui ont fait une version... Ils n'ont pas utilisé son nom. Non, mais mettons, c'est inspiré. Inspiré de sa totalement vie. de sa vie. Excellent film d'ailleurs. Oui, avec DiCaprio puis Jack.
Jack Nicholson, puis aussi l'autre que j'aime beaucoup, DiCaprio. Marky Mark. Puis là, Marky Mark qui Wahlberg. fait la police. Ouais. Exactement. Bon, mais vous allez me dire, pourquoi que je parle de Whitey Bulger? Whitey Bulger a fait son nom à Boston dans les années 70 jusqu'à... Sauf que c'est important que tout le monde comprenne que ce gars-là, c'est un informateur de la FBI. Pendant 30 ans. Ils voulaient tellement, la FBI, détruire la mafia italienne à Boston, qu'ils sont associés avec un mafioso qui allait le donner de l'information. Là, il vient de péter le punch des films, mais c'est pas grave. Parce que ça, c'est le punch du film. Bon, mais Whitey Bulger, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il s'est associé avec la FBI. La FBI s'est associée avec lui. Il donnait toute l'information. Et lui, il est devenu le caïd. Il a tué, on pense, des grands nombres de personnes sous la protection de la FBI. Et tu penses-tu que le FBI, même, il disait, gars, va tuer lui? Non, on n'a pas de preuve là-dessus. Sauf qu'on savait que Whitey Bulger, son frère, était le sénateur de Massachusetts. Oh. Et les deux, c'était des jumeaux. Il y en avait un. On pensait, pendant beaucoup d'années, on a toujours pensé qu'il était défendu par son frère. Mais que c'est pas vrai. Okay. On a été capable de mettre ça au clair. Sauf que Whitey Bulger, après 30 ans d'être en tête, on a commencé à dire comment ça que tous les mafiosos se font arrêter, sauf Whitey. C'est-à-dire, on a fait des recherches, puis on a commencé à voir que ces handlers, ces hommes de confiance dans la FBI, et ces deux noms, j'ai oublié. J'ai un petit blanc de mémoire. OK, ça fait rien. Les deux policiers qui handlaient, ils recevaient de l'argent. Ça, c'est dans le film Departed, ça serait Mark Wahlberg puis Martin Sheen. Non. C'est pas Martin Sheen? Non, Martin Sheen puis Wahlberg, c'est les bons policiers. Oh. Les mauvais, Oh. c'est Alex Baldwin. Oh! Et Matt Damon. Vous vous souvenez Matt Damon? Oui! Matt Damon, d'ailleurs. Oui, absolument. Yes. Qui était très, très bon dans le film aussi. Bon, mais pour revenir voir sur ça. le sujet assez rapidement. un bon film. Oui, c'était un bon film. Pour revenir sur le sujet, on a tué 4 personnes. OK? Et la police, la FBI le savait. Mais si on avait dénoncé les vrais tueurs, on aurait découvert que c'était la gang à Whitey Bulger. C'est-à-dire, on a camouflé ça. On a eu 4 hommes. Un s'appelle Pete Limone, Henry Tamilian, Joe Salvati et Louis Greco. Et ces hommes-là ont fait 40 ans en prison. OK. 2 sont morts. Les États-Unis, plus tard, ont fait des démarches pour essayer de les sortir et ils ont gagné 100 millions de dollars dans une cause pour wrongful Ils ont été accusés. Les deux, il y en a 2 là-dedans qui sont morts en prison. Oui. OK. Injustement. Là où M. Mueller vient, M. Mueller n'était pas là dans les années 60, il vient là comme directeur de la district de Massachusetts en 80. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a continué à donner pas de la clémence à les 2 qui restaient, même en sachant. Il savait qu'il tout le monde le savait. Mais il a à la FBI. protégé le système. Il protège. C'est un homme de la compagnie. Qu'est-ce que tu m'avais dit, toi, tantôt? Un apparatchik. C'est bon. Je ne savais pas le dire, mais j'ai dit, regarde, j'ai mon homme ici à côté de moi. Tu comprends? C'était un homme qui était tellement... Il voulait tellement protéger l'aura de la FBI qui... Même quand il est devenu le procureur général, même quand il est devenu le District Council de Massachusetts, qu'est-ce qu'il a dit? Il a protégé, puis il a continué, puis il n'a jamais écrit une lettre. Il a toujours écrit une lettre au système de pardon pour pas laisser ces hommes-là partir. Parce qu'il aurait pu endommager la réputation du FBI, la réputation du système. Tout à fait. On voit assez clair puis assez net quelle sorte d'homme qui est. L'image est beaucoup plus importante que la substance. Ouais. On a un homme, c'est qu'il savait qu'il y avait 2 personnes, 4, mais 2 sont mortes. Là. Il y en avait 2 qui pouvaient être sortis. Et ça, honnêtement, c'est pire que la peine de mort. Une prison aux États-Unis, là, tu finis tes jours là. Honnêtement, c'est une torture beaucoup plus grave qu'une balle dans la tête. Okay. Ça révèle son sens de la justice. C'est ça, exactement. Le deuxième petit cas que je vais commencer à parler, c'est Colleen Rowley. Oui, elle qui est une sonneuse d'alerte, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Et elle a travaillé aussi pour la FBI. On a d'ailleurs sa photo. Oui. Colleen Rowley, qu'est-ce que c'est important pour elle? C'est qu'en plus, elle a travaillé ici à Montréal. Ah! Au consulat à Montréal. C'est important de savoir que quand tu travailles au consulat,
vous êtes tous des espions. Je veux juste que le monde le sache, là, c'est sûr. Attends une minute, là. Attends une minute. Comment ça, là? Parce qu'elle elle est venue travailler ici, puis elle était comme consultante. OK. Mais quand elle est sortie du pays, puis elle est allée vivre au Minnesota, ben, on était un espion. Là, on voit la photo de cette dame avec ce monsieur-là qui est un terroriste qui s'appelle Zacharias Moussaoui. Moussaoui. En septembre, ça? Oui. Et de Bombshell Memo. Ben, le Bombshell Memo, c'est qu'elle, pourquoi qu'il y a une sonneur d'alerte, c'est qu'elle était au Minnesota. Elle était au Minnesota, elle était dans le bureau, elle était un chef d'une section de la FBI. Et qu'est-ce qu'elle avait découvert? Que ce Zacharias Moussaoui faisait des vols d'avions. En plus, avait découvert que lui, avec d'autres, parlait d'un attentat à la Tour Eiffel il y a 10 ans avant ça, à peu près, où ils ont essayé de faire sauter la Tour Eiffel avec Air France. OK. Le même système. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé plein de mémos. Elle les a envoyés à qui? À Robert Mueller. Et qu'est-ce que Robert Mueller a fait? Il a laissé ça aller. Il a trouvé que c'était pas assez d'informations. Il a minimisé les gestes. Et il a laissé ça en pensant... on peut dire qu'en anglais, on peut dire, ils disent, he wasn't aggressively prosecuting the information. OK, donc finalement, il reçoit l'information puis il la prend à la légère, alors que l'histoire nous dit que George Bush, il y avait l'information et c'est lui qui l'a pris à la légère. Donc, ce que tu me dis, c'est que même Mueller, dans le fond, c'est que l'information s'est diluée au long du processus. Si tu veux blâmer George Bush, il faut que tu blâmes ceux en dessous de toi. Puis Mueller, tu peux pas le blâmer officiellement, mais lui, il avait l'information et rien fait avec. Okay, donc, elle, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est qu'elle, elle avait les noms, avait le système, avait exactement tout. Elle l'a dénoncé, puis elle est devenue la femme de l'année, je pense, en 2002. OK. Dans le Time Magazine. Donc, cette dame-là avait les informations pour dire il y a un attentat qui s'en vient. Pour au moins minimiser le risque. Parce que si on aurait arrêté lui, je te dis pas qu'on ne l'aurait pas fait, mais ça démontre encore que Robert Mueller, en plus, il a minimisé Colleen, puis il a essayé de l'étouffer. Oui, c'est ça. Parce que c'est encore mauvais signe devant la FBI. Parce qu'il y a eu de l'air fou. Dans le fond, parce qu'on peut dire, bon, est-ce que cet attentat-là était voulu? Est-ce que c'est le Deep State qui était derrière ça? On peut spéculer. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu es le directeur du FBI et que ça arrive sous ton watch, c'est pas trop bon pour toi. Malgré que ce gars-là, il a fait quand même 12 ans comme directeur du FBI. Il a fait 2 ans de plus pour une raison spécifique. Oui. Mais oui, tout à fait. C'est le deuxième gars qui a fait le plus de temps comme le directeur du FBI. Moi, je sais pas. Hoover, c'était le numéro 1. Quand ça arrive, un attentat comme ça dans ton pays, je suis pas sûr que tu gardes ta job. Je sais pas. Ça de même. Ben, je vais vous dire au moins, il y a une affaire qu'il faut faire, c'est que c'est pas l'ange que le monde essaie de penser. Non, c'est ça. Exactement. C'est un gars qui a laissé aller beaucoup d'affaires. Notre troisième sujet, il a sorti, je vais aller de coq à l'âne parce que le troisième, il est rendu un médiateur. Oh! Et il a travaillé pour une firme d'avocates, une des firmes les plus reconnues à Washington, qui s'appelle le WilmerHale Consultants. Et ça, est-ce que ça a rapport avec Oleg Deripaska? Pas encore. Est-ce que je m'ai avancé trop ou c'est... Je sais pas. C'est-tu Oleg, la prochaine photo? Je sais pas si c'est Oleg ou Takata Volkswagen NFL. C'est-tu la NFL ou le Takata? Où il y a la firme d'avocats. C'est ça, c'est tout ensemble. Bon. Là, je vais vous parler pourquoi c'est important de comprendre un peu. Voici ici WilmerHale. Le WilmerHale, exactement. Il était médiateur et il a fait 3 dossiers assez importants. Un, c'était Takata, c'est les coussins gonflables qui ont explosé. L'autre, c'est Volkswagen, les émissions qui ont sorti. Et la NFL l'a engagé pour régler le cas de Ray Rice. Ray Rice, c'est le joueur de football qui a battu sa femme dans un élévateur. Il l'a sorti par les cheveux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. En fait, vous allez sur YouTube, vous faites Ray Rice Elevator. Et c'est ça, finalement, il a sacré une volée à sa blonde. Il l'a frappé. Ou à sa femme. Il a juste eu 2 matchs de suspension. Oui, mais un instant, s'il avait fessé un joueur adverse, il aurait peut-être eu 10. C'est ça. Mais pour avoir battu sa femme, c'est juste 2. C'est ça. Vu que c'est pas un joueur adverse. Et qu'est-ce qu'il y a? TMZ
que on peut dire c'est comme le National Enquirer, mais à TV. Ouais. Il avait sorti une vidéo. Et après, ils ont fait Damage Control. Et là, qui ont engagé? Ils ont engagé Robert Mueller. Donc, ce que tu me dis, c'est que Robert Mueller, c'est l'homme des grandes occasions. Tout à fait. Et là, je vais vous répondre pourquoi je les ai mis les trois ensemble. Parce que Takata, Volkswagen et TMZ, NFL, le juge, district judge, qui s'est occupé avant, Will Murray, avocat, ont des racines dans deux industries. Ils sont très, très influents. Qu'est-ce que vous pensez sont influents? L'automobile oui, ouais. et la NFL. Ah, ben, écoute, non. C'est-tu drôle? Il y a de l'influence. Presque eu. Bon. Et le juge, le district judge, dans le coin, qui s'appelle Judge Steele, lui, était super content d'avoir un médiateur qui avait une influence sur les corporations automobiles. Ouais. Ça se dit? Automobile, oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'ils ont réglé à l'amiable. Ils ont réglé pour 1 milliard pour Takata, puis Volkswagen, ils ont réglé pour d'autres. Sauf que les langues sales disent qu'ils auraient pu régler pour au moins 10 fois plus. Oh, OK. Qui a fait que le médiateur, il était là, il était comme un Lucien Bouchard. Il était beaucoup plus vers les Mais corporations. Mueller, est-ce qu'il était l'avocat de Volkswagen? Il était médiateur. OK, il était médiateur. Et lui, OK, il est d'accord. allé vers... Oui, OK. Il était médiateur, c'est-à-dire il est allé vers la NFL pour Ray Rice Oui. et il est allé vers les automobiles pour Donc, la décision. on peut suspecter que peut-être il aurait minimisé l'impact, par exemple, de Volkswagen. Ben, c'est que les langues sales, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit clairement qu'il y avait matière à avoir beaucoup plus que qu'est-ce que lui, il a mis. Tu veux dire qu'il sauve les corporations aux dépens des petites gens, c'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais on voit encore sa manière de travailler. Il est pour la corporation. Il est pour la FBI. Pour l'establishment. L'establishment, il est établi et tout ça. Pour la NFL, pour qu'on sache un peu, quand le vidéo a sorti, la NFL avait dit qu'il n'y avait aucun... il ne savait pas, il n'avait jamais vu ce vidéo-là. Et lui était engagé. Il a fait un rapport de 86 pages, qui a pris 4 mois et demi à faire, puis il a décrit clairement que la NFL avait aucunement eu connaissance de cette vidéo-là que TMZ. Sauf que, plus tard, on a découvert qu'il y a une police locale qui est allée au bureau de la NFL pour déposer ça. Okay. C'est toutes des affaires qu'on découvre que M. Mueller, dans n'importe quel sujet, et on va aller avec les autres, c'est un homme qui se nettoie les mains assez rapidement. Il aime mettre du monde en prison, puis il ne veut pas admettre ses torts. C'est pas un Elliot Ness. Non, c'est ça. Pour le 4e sujet assez vite, c'est Oleg Deripaska. Et celle-là, c'était quelque chose d'assez important. Oleg Deripaska, c'est un oligarque russe très riche qui a une compagnie qui s'appelle Rusal, qui est une compagnie d'aluminium. Et lui, il y a des sanctions énormes sur son dos américaine. Okay? Sa compagnie et lui-même, tout. C'est-à-dire, lui, il veut se faire enlever. Il est prêt à faire presque n'importe quoi pour faire. Celle-là, qu'est-ce qu'il dit? Et là, on voit d'ailleurs sur la photo, il y a plusieurs personnes sur cette photo-là. Tout à fait. À la gauche, on voit un agent de la CIA qui s'appelle Bob Levinson. Bob Levinson, ça fait au moins 30 ans qu'il est en prison à ce moment en Iran. Okay? Et à la droite, on voit Paul Manafort. Manafort, peux-tu nous c'est l'ancien directeur de campagne de Donald Trump. Il y a eu en premier Corey Lewandowski. Après ça, dans la phase intermédiaire, juste avant les primaires, je veux dire, où est-ce que Trump a été nommé candidat du Parti républicain, celui qui a géré le processus qui a amené Trump aux primaires pour avoir les délégués, là, c'était Paul Manafort. Puis après ça, il s'est débarrassé de Manafort et il a pris Steve Bannon comme directeur de campagne. Okay. Manafort, dont on allègue qu'il était une taupe d'Hillary Clinton. Oh. Bon, mais c'est très bon. On comprend qui étaient ces photos. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que Oleg avait mis au-dessus de 20 millions de dollars pour sortir cet homme-là de l'Iran. Okay. Il y avait des influences énormes en Russie, mais aussi avec le gouvernement iranien. Il était sur le bord de les sortir. Okay? Ça, c'est tout documenté. Tout. Sauf que, qui arrive dans le portrait? Notre ami... Pas Mueller. Oui, Robert Mueller. Et Robert Mueller découvre que Oleg est en guerre
totale contre Paul Manafort. OK? Parce que Manafort l'a volé ou X. Qu'est-ce qu'il dit? Il va voir Oleg puis il dit, regarde bien ça, là. Si tu me dis que Paul Manafort et Trump sont en collision avec les Russes, je vais t'aider avec tes sanctions et tout ça. Oleg, il aurait pu facilement prendre ça, si on écoute. T'sais, c'est un gars qui veut les sanctions enlevées et tout ça. Il a commencé à rire. Il a clairement dit, devant sa déposition, et c'est la déposition, je t'avais dit, mais on n'a pas eu le temps de la mettre sur vidéo. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a dit clairement? C'est que Paul Manafort, c'est un bandit, c'est un voleur, mais ça n'a rien à faire avec Trump. Il ne manigance pas avec. OK? Pour le dossier de Bob Levinson, quand ils ont eu ça comme réponse, Mme Hillary Clinton et Obama ont cancellé l'avion de Bob Levinson. Et à ce jour, Bob Levinson, il a 85 ans, il est en prison, on ne sait pas s'il est vivant ou pas parce qu'il est en Iran. Et c'est ça qu'on a fait avec un agent de la CIA. Wow! Parce qu'il n'a pas négocié. Ça, c'est Robert Mueller. Donc, l'homme qui aime mettre des innocents en prison. Ben, on a et les coupables à l'extérieur de la prison. BCCI. On va parler d'anthrax. Vous vous souvenez quand il y a eu l'anthrax aux États-Unis? Après le 11 septembre? Après le 11 septembre, il y a eu des attaques partout. Puis, on a ciblé quelqu'un. C'était un scientifique qui s'appelait M. Hatfield. Okay? Oui. Et ce monsieur-là, il a été ciblé immédiatement par qui? Par Robert Mueller. Ils n'ont pas fait de recherche, ils l'ont attaqué immédiatement. Ils ont détruit sa carrière, ils ont détruit sa vie, ils ont attaqué directement sa famille. Il était obligé de s'en aller parce que... Et ça, c'est le monsieur... Dans le milieu. Dans le milieu. Oui. À gauche, c'est le Unabomber, où M. Mueller a aussi travaillé, puis il a laissé... Il a été très, très... Ça, je vais le laisser un peu de côté parce qu'il n'y a pas une preuve concrète, mais on a dit que son département a été très lazy, très paresseux. Parce qu'il y avait des preuves assez concrètes pour être beaucoup plus ciblé le Unabomber beaucoup plus facilement que ce qu'ils ont fait. Ils ont pris beaucoup de temps à le découvrir. Ils ont laissé je ne vais pas parler trop de lui parce que je veux pas... Ça, c'est peut-être plus un gars qui ne l'aime pas, qui va le dire. On voit ici Jim Carrey dans la photo. Mais Jim Carrey a dénoncé le laxisme total et le witch hunt. Le mot witch hunt sur Hanfield. Chasse aux sorcières. Chasse aux sorcières. Et que Hanfield, pour qu'on sache, il a actionné la FBI plus tard, puis il a gagné 6 millions, 5,8 millions. Ça, c'est encore notre ami Mueller, ou comme un gars à la radio au 98 qui dit Mueller, parce qu'il veut le valoriser. Il veut le penser que c'est un grand homme. C'est-à-dire, ici au Québec, on n'a pas le droit de... faut le donner. Tout le monde qui parle mal de Trump, on le valorise. On le donne des airs. On en parler. Moi, je suis pas certain que Mueller soit totalement contre Trump. Moi, je pense qu'il y a un double jeu chez Robert Mueller. On en reparlera peut-être à la fin, je vais te laisser. Peut-être. Mais moi, je vais juste te dire mais là, il n'est pas assez crasseur quand même pour vendre de l'uranium à Russie. Là. Bon, mais là, on s'en vient à Uranium One. Quoi? Uranium One, c'est très bon. T'es très, très bon. Tu me rentres ça. Uranium One, c'est une bonne histoire. Uranium One, c'est une compagnie canadienne, pour qu'on le sache. Russo-canadienne. Hein? Russo-canadienne, je pense. Oui. Tout à fait, t'as raison. Mais l'histoire est assez simple. C'est que Hillary Clinton a promis quelque chose peut-être aux Russes. 20% de l'uranium. Donc, 20% de tout l'uranium que possède... Attends. Il t'en manque un bout, là. Okay. En premier, Bill Clinton s'en va en Russie. Je m'en allais là. Mais c'est correct. Mais elle l'a promis. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'il y avait eu, pour la première fois... Bill Clinton avait reçu un montant de 500 000 $ pour un speaking fee. Mon Dieu, c'est le double de son tarif habituel. Et immédiatement après qu'il a reçu ça, ils ont signé des ententes et Uranium One a commencé à envoyer. Sauf qu'il y avait un sample. Ils ont été obligés de voir la pureté. Oui, l'échantillon. Oui, l'échantillon. Okay? Ils ont pris un échantillon. Quel homme ou femme vous pensez qui a été envoyé par les Clinton et les Obamas pour donner les échantillons d'uranium
à les Russes. Pas Robert Mueller. Exactement. Ouais. Robert Mueller. Robert Mueller. Mais ça, juste pour que les gens sachent, l'uranium Oui. sert à construire Des bombes nucléaires. des bombes nucléaires. Alors, est-ce que... Mais ça c'est les serait- Russes et les méchants, là. Ouais, mais oubliez est-ce pas, que là. ça serait éthique de vendre la matière première pour faire des bombes nucléaires à ton ennemi naturel? 20% de ta ressource nationale alors que tu es déficitaire. C'est-à-dire que les États-Unis n'en produisent pas assez chez eux. Ils Ouais. sont obligés d'en importer d'ailleurs. Mais ce que Clinton et Obama et plein de personnes dans l'administration ont fait, c'est qu'ils ont vendu 20% de ce qu'ils produisaient intérieurement, alors qu'ils sont déficitaires, à, je veux dire, un compétiteur principal des États-Unis. C'est quand même... je veux dire, c'est une trahison. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps que Mais ça. il y a une bonne raison. Ok. C'est ça, vous comprenez. Ah, pas. ben là. Quand tu donnes 500 000 à Bill Clinton, puis le speech est tellement émotionnel, puis il te fait vibrer, je pense que ça vaut la peine de vendre 20% de ton uranium. C'est absolument... Et ça... Parce que il y a- Mais 500 000, il me semble que c'est pas cher payé Non, pour c'est ça, mais je veux vendre ça à juste ton rajouter, ennemi. je pense qu'il y a eu d'autres dons qui sont arrivés par la suite dans la fondation. 13 millions de dollars qui est allé Voilà. au fond, Voilà. au fond de Clinton juste, Foundation. C'était juste le 500 000, je pense que c'était juste Mais comme 500 000, c'était l'ouverture. directement à M. À M. Clinton. Clinton. L'ouverture du dossier. Ouais, c'est ça. L'ouverture du C'est-à-dire, il y a eu dossier. 13 millions. Tout Exact. à fait. C'est pour ça que tu es ici. Tu es capable de me mettre à l'ordre. Non, mais c'est absolument ça. C'est qu'est-ce On que... connaît nos dossiers. On connaît Oui, notre absolument. dossier. Mais qu'est-ce que c'est bon, c'est comprendre qui est Robert Mueller. Et quand quelqu'un va vous dire demain matin, dire c'est qui Robert Mueller, et peut-être, c'est un espion. Il faut pas vraiment croire ceux qui travaillent à FBI ou à CIA. C'est des espions. Mais selon Il Alexis- peut être un triple, tu sais, il peut être un triple threat. Tu sais, il peut retourner sa veste. Sauf que moi, qu'est-ce que j'ai vu sur M. Mueller, c'est pas un homme de si grande intégrité qu'on pense. Ben, en fait, il n'y a pas d'intégrité OK? du Parce tout. que moi, quand quelqu'un met des citoyens en prison, puis il les a pas mis, mais il a une chance d'aller sortir, puis il les a pas sortis, pour moi, pense à ça, passer 30 ans en prison quand tu le sais que tu n'es pas coupable. Et l'autre affaire, assez claire et nette, c'est avec la situation avec le monsieur avec l'anthrax. Tu sais, Hadfield. Accuser un innocent délibérément. C'est pour moi, et ça démontre clairement quelle sorte de vision. C'est pas loin de Soros. C'est ça. C'est Manque d'empathie, manque de Ouais. scrupules, manque de... Ben, je pense que pour être à un certain niveau ouais, c'est ça. politique ou chef d'entreprise, il faut que tu sois un peu Mais mongol. ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Ça, c'est dans le système dans lequel on vit, c'est le libéralisme. On nous dit que c'est la compétition, puis que il faut être prêt à faire n'importe quoi pour monter. Fait que c'est là que t'as genre, que t'es prêt à te vendre sexuellement pour Ouais. avoir une job, puis à poignarder ton meilleur ami pour monter dans la compagnie. Ça, c'est le système qu'on nous a vendu comme étant le meilleur système, là. Le système libéral. Mais là, toi, tu as un bémol concernant Mueller. Oui, oui, c'est ça. Encore une fois, sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur Robert Mueller qui s'appelle Mueller la taupe, parce que j'explique très bien que selon beaucoup de personnes, Robert Mueller ne travaille pas contre le président. Il faut savoir que le président Trump a rencontré Robert Mueller le jour avant qu'il soit nommé Un meeting coroner secret. spécial. C'est une rencontre secrète. OK? Il a rencontré Rod Rosenstein, le numéro 2 du département de la justice, et Robert Mueller. C'est une rencontre totalement secrète. C'est sorti un mois plus tard, je pense, sur CNN. Puis ils ont dit, Trump a dit, c'était pour voir si c'était possible de le nommer comme directeur du FBI. Alors qu'il a déjà fait son quota de 10 ans, il est totalement inéligible. Alors c'est une fausse raison. Ils ont donné une fausse raison. Alors pourquoi il a rencontré Robert Mueller? Pourquoi Trump a rencontré Robert Mueller et Rod Rosenstein un jour avant qu'il soit nommé coroner spécial ou enquêteur C'est-tu parce qu'il y spécial? avait du dirt sur les Clinton-Obama? Ben c'est parce que tout ça s'inscrit dans le double jeu. Trump est innocent de la collusion avec la Russie. Et en fait, c'est compliqué. Je ne veux pas nécessairement rentrer dans les détails maintenant, mais c'est selon toute évidence, c'est pour... ce qui va se passer, c'est que Robert Mueller, en faisant enquête sur la collusion avec la Russie, éventuellement va tomber sur les vrais coupables. Qui est en collusion avec la Russie? Uranium One. Qui a vendu de l'uranium avec la Russie? Qui a des liens étroits avec la Russie? Ce sont les démocrates.
Immédiat. Oui, Ce sont les démocrates qui... Et donc, Mueller va éventuellement... C'est ça. Moi, je suis persuadé que Mueller travaille avec le président et qu'il fait... C'est comme Jeff Sessions. Hein. Jeff Sessions fait semblant de pas donner les documents que le président demande. Trump fait semblant d'être fâché avec Jeff Sessions. On en a déjà parlé. Oui, hein. oui. Et donc, c'est un théâtre kabuki. Hein. C'est un jeu d'ombre et de lumière. Et il se passe la même chose avec Mueller. Donc, c'est Rod Rosenstein qui a demandé à ce qu'un special counsel soit nommé. Puis là, il nomme Robert Mueller. Les deux ont rencontré Trump la journée d'avant. Et donc, à la fin de ça, à la fin du processus d'enquête sur la collusion avec la Russie, premièrement, ce que ça fait dans la logique là, de Sun Tzu, Art of War, ça fait croire à tes adversaires que c'est eux qui ont le haut du pavé, oui. que Trump va être, je veux dire, destitué à n'importe quel moment, il est fait, etc., alors que c'est Trump qui s'est arrangé pour faire nommer le gars. Tu comprends-tu? Et c'est ça. Donc, c'est un sting operation en anglais. Si je suis ta thèse, peut-être a du sens. Moi, la seule raison que peut-être je vais te donner un peu de raison sur Mueller, c'est qu'avec ma petite recherche, j'ai découvert aussi que Mueller était derrière la sentence et les arrestations de Jeffrey Epstein. La sentence qui était faible. Oui. OK? Et Jeffrey Epstein, pour que le monde sache, c'est un pédo. C'est le mari de Huma Abedin. Oui, un homme très, très riche. L'aide d'Hillary Clinton. Tout à fait. C'est ça. Alors, Jeffrey Epstein, c'est... Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, c'est... Je pensais que tu parlais de Weiner. Non, pas Weiner. Jeffrey Epstein, il y a une île, on l'appelle le Pedo Island. Il y avait le Lolita Express. Ça, c'est une histoire que peut-être à un moment donné, on devrait parler parce que c'était... Et où je me dis, moi, je pense que Trump doit avoir quelque chose sur Mueller. Ben, c'est pas, regarde, Trump contrôle la NSA. Ils ont toute l'information sur Uranium One, sur la corruption, etc. Fait que, c'est la seule affaire que je vais... Tu me dis, Mueller est corrompu. Oui. Ben, c'est ça. Il rencontre Trump. Trump arrive avec tous les documents. Il met ça à Uranium table. One, etc. Fait que tu collabores. Ou bien sinon, c'est ça. Voilà, exact. Et c'est là où je te dis que ta thèse a du sens. Parce qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés une journée avant qu'ils soient nommés. Mais là, si on parle de la swamp, on n'aura pas le choix éventuellement de parler de pédophilie. La pédophilie est partie de la Comme swamp. par exemple, la personne qui avait organisé à Londres la marche avec le bébé Trump là, volant, là. Oui. Ben, ce gars-là, c'est un militant qui voulait faire baisser l'âge de consentement à 14 ans et qui a déjà déclaré dans les médias qu'un enfant de 9 ans pouvait être consentant et que si on couchait avec, parfois, ça pouvait être le fun pour lui. Je ne sais pas si on va retourner ensemble ou pas, mais à un moment donné, on devrait parler de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein et celui avec lequel je l'ai confondu, Anthony Weiner. Anthony Weiner est une pierre importante dans le game. C'est ça. À ce point-là? Epstein, Weiner, ils sont tous... Autour d'Hillary Clinton, tu as une constellation de pédophiles qui tournent autour d'elle. Récemment, il y a 2 semaines, il y a un de ses organisateurs de campagne qui s'est fait prendre, je veux dire, avec de la pédophilie extrême avec des enfants, genre de Haïti, 2 ans. En Haïti, avec Bill Clinton. Avec une fait que finalement, 14 ans de consentement, elle a éteint, ça c'est ABC News qui a sorti la nouvelle, elle a éteint un scandale de pédophilie au département d'État. Je l'ai envoyé sur Twitter, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous l'ai tout envoyé. On voit un jeune Matt Lauer qui travaille pour ABC, que lui s'est fait accuser d'harcèlement sexuel. Et on a vu que Hillary Clinton a arrêté, je pense, dans les années 90. Ça c'est en Afghanistan, je pense. Non, ça? Elle était en Afghanistan. Non. Ça, c'était celui-là, c'est un autre. Okay. Il y en a plusieurs. Ça, c'est une histoire qu'on devrait vraiment embarquer. Ils sont jamais trop jeunes, ils sont à veille de baiser les femmes enceintes. N'oubliez pas, là, la MI6, on peut dire, le Mossad, c'est israélien, MI6, c'est l'Angleterre, les États-Unis avaient le CIA ou NSA ou whatever. Ils utilisaient la pédophilie pour contrôler le monde. Les politiciens. Margaret Thatcher, son frère, il y a plein d'histoires autour des royaumes. Il y a eu un scandale au gouvernement de Margaret Thatcher, je pense, quelque chose comme la moitié du scandale. L'Australie, c'est la même affaire. L'Australie, il y a un 60-minute piece. Il y a le Franklin Cover-Up aux États-Unis, où il y a un homme, Lawrence King, qui était un républicain, qui était sous Bush
et Reagan, qui était un homme sadique, qui est allé en prison, qui a fait... C'est pas de toute beauté, Mais parce toi, que C'est comme ça que le Deep State contrôle mais les le Deep politiciens. State control... Ouais, c'est ça, C'est comme exactement. ça. Avec la carotte et le bâton. Hein, Ouais. c'est-à-dire des faveurs. On va te laisser de l'impunité. Le Deep State vend l'impunité. On va te laisser avec tes vices, là. Tu vas Ouais. pouvoir faire ce que tu veux. On va te faire monter, mais on te tient. Ouais. Tu sais, Et c'est je ça. vais vous dire quelque chose, hein, c'est là où la naïveté du monde, si on pense que ça arrive en Angleterre, si ça arrive aux États-Unis, si ça arrive en France, mais ça n'arrive jamais ici au Québec, ben Posez-vous des questions. vous êtes complètement C'est juste aveugle. parce qu'il y a une meilleure cohésion des médias subventionnés. Mais toi, tu vas nous parler, j'imagine, dans un spécial pédophilie de John Podesta. John Podesta, C'est sûr que tu vas on te pourrait parler de John embarquer Podesta. ensemble. On pourra en faire un. On pourra en faire Ça un. serait- C'est juste, mais il faudrait, si on fait un spécial pédophilie, il faudrait rester juste sur les faits prouvables. Oui, Oui. tout à fait. Ça, parce qu'il y a beaucoup de spéculations Il y a eu avec la Pizzagate. Pizzagate, Mais c'est il faut, peut-être ça. parce qu'il y a déjà énormément. Pizzagate, là, moi sur Twitter, les gens me disent tu crois ça, cette affaire-là de Pizzagate, pizza? là, si tu parles de Pizzagate, tu parles pour un théoriste de la conspiration. Mais je veux dire, on va s'amuser à parler juste de choses alléguées. Juste de choses prouvées. Prouvées. Juste de choses prouvées. Avec Absolument. les vraies images, puis qu'est-ce qu'ils ont dit, Oh. les messages qui ont été révélés par Est-ce Wikileaks. qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine? Ah shit, je peux pas, je suis au camping. Peut-être dans 2 semaines. Dans 2 semaines, le temps Mais qu'on se prépare. Juste pour donner un petit aperçu rapidement là-dessus, la FBI a certains noms et ils utilisent des codes qu'ils savent que les pédophiles utilisent, comme le hot dog et des affaires à la main. Sauce, pizza, walnut sauce. walnut and all that. Pizza, ouais, et c'est ça, à un moment donné, on va s'asseoir ensemble, on va le dire ouvertement, et après, on va lire les messages qui viennent directement de la haute échelon. Du serveur du Parti démocrate. Tout à fait. C'est ça, c'est parce que Où tout il y a Podesta, ça c'est oui. spirit cooking. Écoutez, on peut tout faire un petit mélange de ça. Oh. Il y a Maria Abranovich, Ouais. qui elle... je veux Quand dire- on parle du serveur, on parle pas du serveur au restaurant de pizza. Non, on parle des non. ordinateurs. Et là juste mentionner que le vendredi dernier, quand ils ont annoncé, parce que, tu sais, ils ont dit, c'est les Russes qui sont venus pirater notre serveur, ils nous ont volé nos courriels, ils ont donné ça à Wikileaks, puis pour Oui. aider Trump, etc. Mais le Parti démocrate n'a jamais donné accès au FBI à son serveur. Le FBI n'a jamais pu regarder le serveur du Parti démocrate. Très bon point. Où avaient été volés tous ces courriels, où est-ce qu'on parlait de pédophilie, etc. Ouais. Puis, en passant, ces courriels-là n'ont jamais été démentis. Oh! On s'entend, là. C'est pas des faux courriels, c'est des vrais courriels. Ils n'ont jamais été démentis. Premièrement, je pense qu'il n'y a pas Wikileaks- une histoire de Wikileaks qui a Oui, été Wikileaks démentée. n'a jamais produit un faux. Jamais une seule fois a été pris en défaut de publier un faux. Alors, mesdames et messieurs, les vraies nouvelles, c'est que ça se passe. Le Parti démocrate, donc, n'a jamais donné son serveur au FBI pour le vérifier. Ils ont donné comme un tierce parti, une firme, je pense CrowdStrike, mais qui travaille pour une firme d'avocats qui est liée au Parti démocrate. Donc, c'est tout. Ils ont donné ça à des amis puis pour faire une job intéressante. Le FBI n'a jamais eu accès au serveur du Parti démocrate, sauf que vendredi dernier, quand ils ont réannoncé l'accusation contre les 12 mêmes gars, avec les mêmes accusations, ils ont dit, paradoxalement, que là, cette fois-ci, ils allaient avoir besoin de tous les éléments de l'enquête, incluant le serveur du Parti démocrate. Et là, il y a... comment il s'appelle le leader du Parti démocrate, là, Perez, ou je ne me rappelle pas. En tout cas, il y a un petit nom, il y a un nom latino. Il a dit non, C'est pas lui le rapport Nunez? Non, c'est pas lui. Non. Ça, Il a est dit non, tu le vois quand la journaliste lui disait, fait que là, vous allez donner votre serveur au FBI parce que le FBI n'a jamais eu accès à votre serveur. Ouais. Il était là, il a changé de sujet, il patinait. Il ne faut pas que le FBI ait accès, que le département de la justice ait accès à ce serveur-là parce que les courriels Podesta dans lesquels on parle de pédophilie, Pizzagate, rituels sataniques, disons-le aussi, c'est dans les courriels. Je veux dire, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a tout le reste là-dedans. Hein. Donc, quand on voit, par exemple, sur QAnon, we have the server, est-ce qu'ils parlent de ce serveur-là? On pense que oui. Ben, je pense qu'ils ont l'information, ils ont déjà l'information qu'il y a sur ce serveur-là. Le problème, c'est comment la rendre publique. OK. Tu comprends? Dans un tribunal, là, dans une cour, il faut le rendre public. Mais le serveur, c'est le serveur d'Hillary aussi, puis c'est le serveur du Democratic National Congress. Il y a 3 serveurs. Je pense que j'en avais parlé ici. Oui, il y a oui, comme oui. 2 ou 3 serveurs. On peut tout mélanger un peu. On peut toucher aussi Seth Rich, qui Oui. était tout mêlé de ça. Puis c'est d'une importance, puis ça captive le monde parce que Les gens se sex, doutent pas drugs de and ça. rock and roll, mais en politique, sexe,
and money. Ouais. C'est sexe. Ceux qui nous vendent, que les médias nous vendent comme des parangons de vertu, comme des modèles à suivre pour Hillary Clinton, etc. Ben comme George Soros, comme Robert Mueller, quand on gratte un peu là, c'est scandaleux ce qu'on trouve. Ça frappe l'imagination. Alors que Trump, lui, tout ce qu'on, je veux dire. Le pire qu'on a sur lui, c'est grab them by the pussy. Ouais. Puis le film, quelque chose qu'on dit dans un vestiaire. Ouais. Moi, je veux dire, j'en ai dit des. Et encore là, il n'a pas dit I grab the pussy. Il a dit. They let you grab them by the pussy. Oui, à un moment donné, t'es tellement populaire que les femmes vont te laisser grab. Si tu veux elles vont te laisser faire. Ouais, si tu veux le culpabiliser, tu as le droit de culpabiliser. Tu n'as pas aimé ses paroles, vote pas pour lui. J'ai aucun problème pour ça. Ça, culpabiliser. Moi, le problème, c'est que quand tu vois, tu as un Trump qui fait ça, qui dit ça, qui n'a jamais traité une femme mal, tu sais, il n'a jamais aucunement. Il a toujours respecté la femme d'une certaine forme, tu sais, et quand tu vois... T'as-tu vu avec les pétards avec qui il sort? Et quand tu vois du monde qui utilise des enfants, je veux dire, c'est l'eau, c'est la nuit, le jour, là, tu sais. Exactement. Donc, finalement, dans 2 semaines... Si vous acceptez un autre épisode de Pete Cossette-Pereira. Et on va parler de pédophilie. Mon Dieu, que ça va être agréable comme émission. Ça va être des PPP. C'est léger. C'est léger comme émission de pédophilie. Alors, je vais mettre fin à cette émission parce qu'il est déjà 10h11. Tu sais, on voulait faire... Moi, je le savais que ça allait durer longtemps, cette émission-là. Alors, merci infiniment aux patrons qui rendent possible ces émissions-là. Merci, Richard. On a battu un autre record. Merci. Tu veux remercier ton ami? Bill qui m'écoute de l'Alberta, puis Richard qui m'écoute de Saint-Paul-des-Launois. Alors, particulièrement les deux. Alors, on salue ces gentilles personnes et merci beaucoup les patrons qui rendent possible cette émission. Merci beaucoup à ceux qui font des dons sur PayPal. L'adresse est en bas de votre écran. Merci beaucoup à Philippe Magnan qui a fait un travail extraordinaire de mise en ligne de cette émission. Une chance que tu étais là. Merci à tout le monde et on se revoit. Alexis, tu reviens demain. Demain, c'est ça, voilà. À 19h. Pour Pete Cossette en direct et on va parler d'immigration. D'immigration et aussi des propos de Donald Trump là, au sommet de l'OTAN. Oui, parce que ce n'est pas anodin. C'est ça. Voilà. Alors, merci tout le monde et on se revoit demain 19h.